Là, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, donc ça va prendre et puis Jaja va continuer. Alors, déjà, pour revenir sur ce que le frère il a dit, effectivement, les bombardements, je les ai vus. Et sur les médias mainstream, on a dit que ce sont des sites stratégiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement au niveau de l'établissement, d'accord, je vais dire du gouvernement vénézuélien. En effet, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y a des infiltrés et autres. S'il y a des infiltrés, la logique voudrait qu'il y ait un coup d'État, il y ait un remaniement, tout ça. On va voir dans les heures qui suivent ce qu'il en est. Mais ce que j'aimerais dire, il y a la spécificité que le Venezuela, dans la zone d'accord des États-Unis, c'est voilà, ils partagent les mêmes eaux et autres. Ça, c'est un élément, une proximité géographique à ne pas négliger. En ce qui concerne Pam Bondi, en fait, d'accord, le prétexte de la saisie de Maduro, c'est sur la drogue. C'est l'argument, c'est ça. Hein, c'est pas une question de Maduro à exterminer des gens. C'est la drogue, d'accord. C'est la drogue. On dit que ils font partie des 3 premiers États, d'accord, liés au narcotrafic et compagnie. Donc que Pam Bondi dit ci ou ça, que oui, il est inculpé au parquet de New York, on s'en fout. On s'en fout. Parce que normalement, un président d'un État souverain n'a pas, en exercice, n'a pas à être envoyé pour être jugé à New York. New York, c'est quoi? C'est le tribunal, c'est le parquet du monde? C'est pas le parquet du monde. Donc, ça, pour moi, c'est des éléments, je prends pas en compte. C'est, voilà, c'est la loi du plus fort. Et quand tu parles, en fait, d'accord, du Venezuela, il faut comprendre que avant que Hugo Chavez ne vienne, il y avait ce régime-là qui collaborait avec les États-Unis. Il y a une partie, en fait, d'accord, de la population qui a longtemps gouverné le Venezuela, ce sont des aristocrates. Et ces familles-là ont toujours collaboré avec une bonne partie du Congrès américain. C'est des familles très aisées, très riches, qui collaboraient, en fait, avec, d'accord, le pouvoir américain. Beaucoup de ces gens-là, d'accord, par la suite, ont élu domicile suite à l'exil aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Ces gens-là veulent revenir au pouvoir. Ils ont le soutien des États-Unis. Hugo Chavez avait un soutien populaire. Hugo Chavez avait un soutien populaire. Ce soutien populaire-là, d'accord, c'est les classes les plus basses qui sont majoritaires, qui étaient avec lui. C'est une continuité, d'accord, de Maduro. Aujourd'hui, un pouvoir qui reste longtemps, s'il n'est pas stratégiquement organisé, on peut voir ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé là. C'est le même cas que la Syrie. Parce qu'il ne faut pas croire que Bachar al-Assad, tous les Syriens étaient avec Bachar. Parce que déjà avec son père, c'était compliqué. Une bonne partie de la population était contre lui. Bachar a continué. Une bonne partie de la population aussi était contre lui. Ouais, c'est vrai, il n'était pas populaire même. Voilà. Donc ça, c'est un indice aussi à prendre au sérieux. Et j'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que si la Côte d'Ivoire était un peuple qui était uni, l'armée française n'aurait pas prospéré. À partir du moment où une bonne partie de la population est en désaccord avec un pouvoir central, si ce pouvoir-là n'est pas très stratégique, il tombera à coup sûr. Parce que ceux qui vont ouvrir les portes, ceux qui vont ouvrir, d'accord, qui vont même filer les informations, ce sont les citoyens de ce pays-là. Et c'est pour cela, je t'ai dit que la stratégie de l'AES allait au-delà, d'accord, des petits États. Parce que le Venezuela, que l'on veuille ou pas, est un petit État par rapport aux États-Unis. Ça, c'est un fait aussi. C'est un petit État. En termes de superficie, en termes de capacité, c'est un petit État. Donc, ils ont compris qu'il fallait mutualiser leurs forces. S'ils avaient un projet d'autonomie pour pouvoir sortir, il fallait mutualiser leurs forces au-delà des pays. Il y a l'adhésion populaire. Mais quand l'adhésion populaire est massive, c'est compliqué. C'est les mêmes cas, les mêmes spécificités avec Kadhafi. C'est les mêmes spécificités avec Saddam Hussein. Je suis pas en train de dire que ce sont des enfants de cœur, mais c'est des pouvoirs qui étaient vieillissants. Mais il y a quelque chose dans le doyen sang. Oui. Parce que quand tu dis que sur le cas de la Côte d'Ivoire, excuse-moi, Oui. qu'ils n'étaient pas populaires et tout. Non, Moi, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas populaires. Pardon, qu'ils n'étaient pas unis. Oui. Moi, je trouve que sur le cas de Kadhafi, le président Gbagbo, ils étaient unis, mais malgré ça, là, Non. les Occidentaux sont Non. Je vais te faire une démonstration par A plus B. Je te donne les événements de 2004 à l'Hôtel d'Ivoire. Quel parti politique d'opposition de la Côte d'Ivoire tu as vu condamner en fait ce qui s'est passé à l'Hôtel d'Ivoire? Personne, tout le monde s'est dédouané. Voilà, c'est fini. C'est fini. En fait, il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a des pays on traite ces pays de dictature. Un pays comme la Corée du Nord, il y a des opposants nord-coréens, mais ils sont pas nombreux. Un pays comme le Vietnam, si les populations, les masses populaires n'étaient pas liées à ce combat-là du Vietnam, le Vietnam serait pris. C'est parce que les masses populaires, dans leur grande majorité, y étaient pour.
Et en fait, les gens là sont très malins. Ils opèrent de telle sorte dans les pays où on dit il y a des démocraties, où les gens, en fait, d'accord, sont divisés et les masses populaires ne sont pas nombreuses, c'est plus facile à frapper. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, si vous n'avez pas une vision d'ensemble, en Russie, il y a des opposants, il y a des gens qui sont contre Poutine, il y a des oligarques qui sont sortis, d'accord, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. Donc, il est plus difficile de rentrer dans ce système-là. Mais ce système doit se régénérer, ce système doit se renouveler. Ce système, je parle dessus le niveau stratégique, militaire, géopolitique et stratégique, il doit se renouveler. Si vous restez, en fait, d'accord dans cette sorte de monotonie, le pouvoir devient vieillissant, les gens s'en plaignent, les gens s'en lassent, et ils rentrent et ils frappent. C'est pour le cas. En tout cas, moi, personnellement, moi, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur pour le monde multipolaire. Comme le cas de la Libye. Maintenant, ce que je suis en train de dire, il y a une piste aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de la piste d'un deal. Parce que sur les dernières interventions de Maduro, Maduro demandait à négocier. Ces dernières interventions. Il a vu ça. Il demandait à négocier. Il y a 2 mois de cela, hein, c'était depuis le mois de novembre. Il demandait à négocier, voilà. Il a demandé même une négociation. Il demandait à négocier. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ses partenaires aussi lui ont suggéré? C'est à voir. Maintenant, rien n'est encore joué sur le terrain, parce que là, vous avez vu les bombardements. Ils ont montré quelques opposants du régime qui étaient en liesse, mais les opposants du régime, je ne pense pas, ma foi, sont nombreux que ceux qui vont soutenir et qui vont avoir ce sentiment d'appartenance et de patriotisme vis-à-vis des actions américaines. Donc, les heures qui suivent vont être déterminantes. On va voir ce qu'il en est. En ce qui concerne un accord de coopération, pour répondre aux frères, l'accord de coopération, ça peut être une assistance militaire technique, ça peut être de la formation, d'accord, ça peut être un appui même logistique, mais ce n'est pas un accord de défense. Un accord de défense, c'est une mutualisation des forces, d'accord, c'est permettre aussi aux partenaires de venir prêter main forte et secours quand le pays est attaqué. Donc là, il ne s'agit pas d'un accord de défense, il s'agit purement d'un accord militaire qui parle de quoi? Échange d'expertise, achat d'armes vis-à-vis du pays avec lequel on fait cet accord, tout simplement. Merci. Ok, Jaja, vas-y, non, faut conclure. Puis on passe la parole au doyen Tano. Et puis on va revenir à doyen Sang, il va prendre sa dernière prise. Et puis bon, William aussi. Et puis il conclut le live. Jaja, vas-y. Bon, avec ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, on t'écoute. Hein. Je crois que le frère ça, il a touché sur beaucoup de points. Mais en fait, ce que je voulais dire là, c'était à propos des gens qui parlent de l'AES pour dire que non, l'AES est... Oui, mais il y a le doyen Tano aussi qui a écrit pour dire qu'il y a un deal. Hein. Donne-moi l'Ukraine, il va revenir tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que tu peux voilà, il dit donne l'Ukraine, je te donne la Taïwan. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Mais la Taïwan, aujourd'hui, là, après ce que les États-Unis ont fait là, ça a dit le droit international maintenant, c'est à la poubelle. Hein. Le droit international, c'est à la poubelle. On s'en fout de ça maintenant parce que tout le monde comprend. Et maintenant, là, ce qui s'est passé en Venezuela, ça doit ouvrir les yeux des autres nations pour dire que vous, là, vous qui ne mettez pas l'accent sur les services secrets, là, que vous laissez les gens venir dans votre pays, les ambassades, les ambassadeurs, les gens qui sont dans les ambassades, qui sont la CIA, qui sont les services secrets des autres pays, qui font du n'importe quoi dans votre pays, et pour vous les regarder, là. Faites très attention parce que aujourd'hui, là, c'est ça qui est la force, parce que regarde, quand ils ont annoncé qu'ils ont fait le blocage de Venezuela, ce que Maduro, lui, a pensé, c'est qu'il allait avoir une invasion terrestre. Or, pourtant, on sait que ça sera trop difficile. Les gars, ils ont fait quoi? Ils ont fait un travail de la CIA, covert, comme on dit en anglais, et puis ça passait facilement. Et donc, ils n'ont même pas besoin même de venir vous attaquer physiquement. Et c'est du moment où vous avez un système démocratique, c'est fini, ils peuvent vous avoir. Mais moi, voilà très honnêtement, Jaja, je ne te coupe pas la parole, très honnêtement, c'est que franchement, l'opération qu'ils ont menée pour prendre Maduro, franchement, c'est de haut niveau. Hein. Au-delà de tout ce qu'on peut les reprocher. Non, ça c'est haut niveau. Moi, personnellement, moi, je crois que c'est une formalité. Comme on sait, le grand sang, lui, il dit, il va attendre pouvoir. Moi, c'est mon opinion qu'elle a. Hein. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On sait que les interventions des États-Unis se finissent toujours par le drame. Donc, on va voir si le Venezuela, c'est l'exception. Hein. Maintenant, pour l'AES, là, moi, je crois qu'actuellement, là, le Nigeria, c'est le plus grand danger en Afrique de l'Ouest actuellement. Parce qu'il n'y a pas un pays plus divisé que le Nigeria. Je vous dis, il n'y a pas un pays plus divisé que le Nigeria. Que ce soit les ethnies, que ce soit les partis politiques, que ce soit les cicatrices des anciennes guerres, le Nigeria est très dangereux. Et en plus,
Ils ont un narcotrafiquant, un vrai narcotrafiquant même qu'ils ont au pouvoir. Et le Nigeria est une grosse menace. Et que les gens de l'AES doivent vraiment... Bon, moi personnellement, quand j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui là, je prie Dieu que les gens de l'AES là, ils vont prendre les précautions parce que vraiment, on vit dans un monde dangereux maintenant. C'est le monde de One Piece, le monde de la grande piraterie, où toutes les grandes puissances maintenant vont agir pour leurs intérêts et dans les sphères d'influence. Et c'est le nouveau monde maintenant dans lequel on vit. Donc, on va s'habituer à ça, quoi, c'est tout. Merci, Donc, je merci, mon laisse la frère. parole. Très pertinent. Alors, juste pour... Oui, ouais, Douane, vas-y, non, puis après, on va passer à Tano. Vas-y, Oui, Douane. c'est ce que je t'entends dire. Cette action-là, en fait, elle peut être bonne pour ceux qui soutiennent les opérations américaines, mais elle peut ne pas être bonne aussi parce que le fait que ce soit fait de cette manière, ça va durcir, en fait, les camps. Mais, en fin de compte, on va donner raison à Ibrahim Traoré quand il parlait de l'hiver noir. Beaucoup ont rigolé. Beaucoup ont rigolé. Ça veut dire qu'en fait, d'accord, au-delà même du fait qu'il soit un dirigeant africain, c'est quelqu'un qui a une bonne lecture géopolitique. Et on a vu ce qui s'est passé au Nigeria. C'est-à-dire qu'à partir d'un navire américain qui a des milliers de kilomètres, il peut bombarder des sites. Donc, c'est-à-dire que les espaces aériens, parce que c'est intéressant aussi ce qui s'est passé. Au-delà, d'accord, du volet maritime, on a vu des avions, d'accord, survoler le territoire. Vous-même, vous aviez dit qu'il n'y a pas eu de défense, il n'y a pas eu de riposte, il n'y a pas eu de riposte en tant que tel. Donc, pourquoi? On s'est dit certainement il y a une faille au niveau du dispositif du commandement vénézuélien. Sinon, normalement, il devait réagir. Il devait réagir. Et c'est pour cela que je parlais, en fait, d'accord, de la réactivité et d'être sûr de ces forces qui combattent à nos côtés pour qu'il n'y ait pas d'infiltrés. Donc, ces pays-là ont intérêt aujourd'hui à pouvoir avoir une véritable connaissance, d'accord, de leurs outils et une véritable connaissance, d'accord, de leurs armées. S'ils ont opté pour un accord de défense, ils savent que eux-mêmes, dans le contexte qu'il en est, et puis nous sommes des colonies françaises. Donc, il y a pas mal de félons qui pourraient profiter de l'occasion là pour dire que moi, je me mettrai en tête pour pouvoir déchoir ce pouvoir-là. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent. La mobilisation des masses, les masses populaires doivent soutenir le pays, d'accord, parce que c'est un conflit qui est lié à la richesse, hein, d'accord, au pétrole. Donc, ces pays-là, aujourd'hui, quand ils parlent de souveraineté, c'est la maîtrise, en fait, d'accord, de leurs matières premières, maîtrise de leurs richesses stratégiques, et puis aussi avoir les partenaires qu'il faut, mais surtout avoir une bonne lecture géopolitique en ce qui concerne, d'accord, ces attaques-là. Parce que vous aviez dit que les Américains ont indiqué depuis des mois. Comment cela a été aussi facile pour que cette opération se passe? Pour que on récupère Maduro, on n'a pas récupéré Maduro à partir de l'eau. C'est pas sur les eaux qu'on l'a récupéré. Vraiment, si son propre territoire. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des gens, parce que Maduro est un chef d'État, est-ce qu'il y a eu des morts en ce qui concerne, d'accord, une riposte américaine pour récupérer Maduro? Nous ne sommes pas dans un film hollywoodien. S'il y a riposte, il y a forcément aussi certainement des Américains qui ont été touchés. Est-ce qu'ils ont été comme une lame qui glisse dans le beurre et autres? On ne sait pas, jusqu'à preuve du contraire. Donc, faut voir les choses et autres. Donc, il faut véritablement se calmer. Est-ce qu'il n'y a pas eu des infiltrés? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord aussi au préalable? C'est-à-dire que Maduro se rend et que son pouvoir essaie de négocier et que les choses se passent. Il y a plusieurs pistes à explorer. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est féliciter la lucidité, d'accord, d'Ibrahim Traoré, parce que quand il parlait de l'hiver noir, des gens étaient en train de se moquer de lui. Voici une sorte d'hiver noir qui se passe aujourd'hui pour les Vénézuéliens. Et donc, les dirigeants de l'AES ont intérêt, eux, leur peuple, d'être vigilants et de regarder autour d'eux. Parce que l'opération qui s'est passée aussi au Nigeria peut être aussi un signal. Merci. Merci, Bidouin. Merci, toujours pertinent. Égal à lui-même. Merci. On va te revenir tout à l'heure. Parce que tu as conclu sur l'Afrique et puis sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui croient à la démocratie, là. Docteur Tano. Voilà, j'ai écrit tout à l'heure. C'est toujours au niveau à toi. Hein. Donc, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce qui a été dit, mais ce qui fait le débat. Hein. Non, en fait, c'est ce qu'on crie depuis pour les générations futures. Hein. En Afrique, aujourd'hui, c'est qu'ils viennent de nous montrer clair. C'est la loi du Far West. Après ça, ils te disent, non, que penses-tu que regarde les descendants, c'est les descendants des grands bandits de l'Europe qui sont en Amérique. Il ne faut pas les voir avec sa cravate, c'est la loi du Far West. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils ont des stratégies. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit ouvrir ses yeux. Moi, je pense que ce qui peut nous sauver aujourd'hui, ce qui peut sauver les prochaines générations. Le capitaine Ibé a parlé d'hiver noir. Immédiatement le lendemain,
tous les ministères de la défense doivent changer de nom. Ce seront des ministères de la guerre et des ministères de la préparation à la guerre. C'est ça. On divise le ministère de la Défense en deux. Pourquoi nous, on va être un ministère de la Défense dans un Far West? On va se défendre comme on attend. Maintenant, on va se défendre. Voilà. Maduro, il a fait des erreurs. Hein. Maduro a fait des erreurs. Avec l'argent du pétrole, là, il devait commencer à faire des alliances. Ce qui peut sauver l'Afrique, c'est l'unité. C'est ce que j'ai appelé les accords un pour tous, tous pour un. Allons signer des accords avec d'autres pays africains. Si on m'attaque, tu m'envoies combien de militaires? Si on t'attaque aussi, je t'envoie combien de militaires? Signons ces accords avec quelques pays africains, 10 ou 20, même 30 pays africains. Et puis ça, c'est un accord de dissuasion. Sinon, nous, on est comme la papaye. Hein? Bon. Et puis aller descendre sur l'Afrique. Ils ont déjà fait le signal. Vous voyez, ils ont bombardé le Nigeria. Des Africains sont en train de supporter. Ouais. Et ils ont pris le prétexte de chrétiens. En fait, quand ils font ça, ça veut dire que si même on veut faire un soulèvement, tous les chrétiens vont se retirer dans cette affaire. Parce que lui, il est venu les protéger. Il les aime tellement. Alors que le Venezuela qui est là, c'est 97% de chrétiens catholiques. Voilà. C'est les intérêts. Et ce qui est grave pour l'Afrique, c'est que moi je vois, hein, ce qui est grave pour l'Afrique, c'est que c'est nous qui avons toutes ces matières premières. J'ai déjà dit dans un médiateur, je crois Steve, tu étais là, les accords de oui, il était là. Le jour-là, il disait, il faut que sauver la planète. On a besoin du lithium pour sauver la planète. Les Américains vont déclarer bientôt que déjà le lithium et l'uranium, c'est pour le bien universel, pour sauver la planète. Donc, ça ne t'appartient plus. Voilà. Donc, toi, tu vas dire, ça est sous ma terre, c'est pour moi, bombardement. C'est pour sauver la planète. Vous voyez, c'est des arguments fallacieux comme ça qu'ils sont en train de préparer. Et le dernier, tout ça... Mais il a dit ça. Donald Trump a dit que Maduro est en train de voler notre pétrole. Ils avaient même commencé avec le capitaine Ibé. Où ils ont dit lors du... Oui, c'est vrai. Comment il appelait le gars là, lui qui était dans l'Africom là. Et ce qui nous a sauvés en temps, tu vois, c'est la sortie de tous les Africains, mais ils n'oublient pas, ils ont gardé ça en mémoire. Donc aujourd'hui, moi je dis, écrit en bas que c'était un deal. Vous voyez, les puissances là, il ne faut pas qu'on ait confiance en personne. Voilà, l'anglais. L'anglais, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des deals entre eux. Si vous regardez la géopolitique récemment, ce qui s'est passé, pendant que le gars de l'Ukraine était chez Donald Trump, directement on envoie des drones pour attaquer, l'autre dit, bon, c'est un deal simplement. Ils ont même dealé avec Maduro, voilà ce qu'on va faire avec les Russes, les Chinois. Les Chinois ont des intérêts là-bas. Mais ils ont dit, bon, ils n'ont pas honte. Nous sommes en train de dealer et de s'amuser. Sacrifier l'avenir des générations futures avec des gens... Non, il ne te coupe pas la parole. Si effectivement c'est un deal, parce que ça cause ça tout à l'heure dans l'allocution du Doyen Moussa, il a dit qu'il va prendre beaucoup, il prend beaucoup de hauteur, qu'il va voir les prochaines déclarations de Trump. Mais quand il dit c'est un deal, quel message le monde multipolaire, en particulier la Russie et la Chine, nous envoie, nous Africains? Nous qui les prenons comme partenaires stratégiques. Donc ça veut dire que demain, quand les intérêts vont converger, ils vont mettre l'AES. Ils ont déjà mis le monde là, si on n'a pas compris que c'est les intérêts, eux-mêmes le disent toujours. On n'a pas d'amis, on n'a pas de deal. Donc si c'est comme ça, là, nous on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Parce que moi, je m'interroge. C'est ça. Donc, ce qui se fait aujourd'hui là, l'Afrique doit commencer à rentrer en phase offensive. Même si on n'a rien là, il faut passer dans une phase offensive que moi j'appelle une phase de dissuasion. C'est-à-dire, aujourd'hui là, ils savent qu'ils peuvent bombarder, ils ont essayé, ils ont bombardé, ils sont partis. Ils sont venus prendre Kadhafi, ils sont partis, il n'y a rien. Ils ont bombardé Gbagbo, ils sont partis. Bon. Ils ont pris Gbagbo même parfois, puis ils l'ont envoyé. Malgré il était légitime. On ne réagit pas. Maduro là, c'est un deal avec les militaires et puis avec la Russie et la Chine. Puisque la Chine et la Russie ont leurs intérêts là-bas. Sinon, c'est trop facile. Pourquoi on vient le prendre comme ça? Ils ont fait ça. Tu vois que les offensives de la Russie en Ukraine est en train d'avancer rapidement. Tu vois? Donc, c'est le deal. Bon, moi, je me calme avec toi. Toi, tu avances. Et moi, tu me laisses ce gars-là. On va trouver quelqu'un pour le remplacer. Le pétrole, après, on va partager. C'est un deal. Tu vois? Donc, aujourd'hui, là, l'Afrique est en danger. Et c'est ce qu'il faut crier sur tous les panels. On a eu l'occasion aujourd'hui d'avoir des mobiles. Chacun peut ouvrir un truc. Il faut crier.
Et tous ces trucs-là en Afrique, tous ces traites, ils sont en train de parler de développement. Il faut que tous les travaux de développement, des temps, il faut faire des routes. Kadhafi, qui était plus construit que Kadhafi? Dans quel pays africain on a vu la construction sur le plan social? Tout était bien fait. Ils ont pris combien de mois? Un mois et demi. La Russie n'est plus rien. Donc, tous ces grands immeubles échangeurs que vous êtes en train de faire au nom de la... Aujourd'hui, là, tout... Prenons l'exemple de la Corée du Nord, chers amis. La Corée du Nord, ça a assuré d'abord sa défense. On disait non, les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de temps. Et puis c'est ça, je dis. Désormais, en Afrique, il faut un dictateur. J'ai dit, il faut le dictateur délégué au devoir, c'est-à-dire un gars qu'on va prendre pour régler les problèmes de l'Afrique, et c'est la dictature. Même si moi je déconne, il vient, on me prend avec des lois et on s'en fout de ce qu'ils vont dire. C'est ça. Et il faut commencer la dissuasion, commencer à creuser sur des montagnes. On va commencer à rentrer là-bas. En fait, il faut faire peur, il faut faire que tu es en train de faire quelque chose. Mais maintenant, on te dit non, il faut le développement. Toi, tu es en train de faire route. Pendant qu'il faut aller creuser dans les montagnes, il faut créer des villes, comment on appelle, il faut faire une nouvelle architecture pour la défense. Toutes nos villes, on doit creuser des canaux de 10 mètres, de 3 mètres de profondeur autour, avec des ponts ouvrables, fermables. Il faut créer... Non, mais doyen, j'ai une motion. Ce que vous dites là, Ouais, on le moi-même, fait ce qu'il a quand fait de on dire, est c'est que nous sommes indépendant. dit aussi. On le Ouais, mais va fait pour ta quand motion. on est indépendant et quand on a la même mise totale sur, voilà, sur son pays, en fait. Vous dites C'est-à-dire quoi, j'ai pas quand on a compris. le Là, pouvoir, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les projets que vous venez de citer là, où il faut construire sur des montagnes, il faut faire des trucs là. On le fait quand on a la même mise en fait sur, quand on peut le faire, mais quand c'est on a ça, la c'est pourquoi je possibilité de dis le que faire. l'Afrique désormais a besoin. C'est-à-dire même là, tu vois, ils sont Exactement. là, on accepte des oppositions. On n'a pas besoin Mais d'opposition. parce que si la plupart de nos amis même sont formés par des gens de là-bas, ils vont contrôler ce qu'on doit faire, tout. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous laisser aussi faire ce qu'on doit Mais faire c'est aussi pour essayer de les égaler mais c'est au ça, plan c'est parce militaire? on a eu toujours des gens faibles, des gens qui pensent, ils sont dans toujours le paradigme européen. Non, Ils mais n'ont c'est même pas pas des gens compris. faibles, c'est chez eux qu'on Attends, pas payer. le fait, tu vas Bon, ok, revenir après Attends, que je ok, Nixon va parler. finis dans une minute. ok, Ouais, C'est attends, il comme va ok, je dis finir, chef. puis là. après Nixon va prendre, tu vas prendre. Ouais. Jusqu'à présent, l'Afrique ne sait même pas, tous les Africains, tu prends 80% des Africains ne savent même pas qu'ils sont en danger, qu'ils sont en train de dealer avec des anges. Je chute en disant, comment le monde est régi, comment qui fait la cohésion sociale du monde? C'est d'abord les lois, et puis la morale, et puis l'éthique. Nous avons en face des gens qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent aucune éthique, et qui ne respectent aucune morale. Tu vois? Donc, quand tu es en train de dealer avec des gens comme ça, tant que tu n'as pas pris conscience que c'est vrai qu'on n'a personne aujourd'hui, on a l'AES un peu, et c'est le petit deal, la confédération là qui est forte. Donc aujourd'hui, la confédération doit se renforcer. Au nom de ça, il faut même chasser les ambassadeurs là. Faut quitter nos pays. Quand ils quittent là, ça va faire quoi? On rappelle le nôtre. Ça va faire quoi? Pourquoi il n'y a pas d'Africain qui va se lever avec ce cœur de lion là pour commencer à montrer des dents? Même si on n'a rien, mais tu montes tes dents. Parce que même quand tu montes tes dents là, ils peuvent venir te bombarder, ils s'en foutent. Et ils créent une loi. Parce que comme ils ne veulent pas respecter de loi, ils créent une loi internationale. Dites-moi, c'est sur quelle loi internationale les États-Unis agissent? Dites-moi. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, il faut que notre génération se réveille. Quelqu'un moi, ça me fait tellement mal que bon, j'ai même envie de pleurer. Je vais laisser le panel, je suis là, mais bon. Ok, il faut qu'on se réveille. réveille. Réveillons-nous avec des mots guerriers. Aujourd'hui, demain matin, l'AES maintenant dit il n'y a plus de ministère de la Défense dans l'AES. C'est le ministère de la Guerre et le ministère de la Préparation à la Guerre. C'est un signal. Merci, tu vois, pour dire que les gens ont compris. Tu vois. Toi, tu es là, je me défends. Tu te défends. Ça veut dire que l'autre, lui, il t'attaque. Trump n'a pas eu honte pour dire que son ministère de la Défense désormais s'appelle le ministère de la Guerre. La guerre, oui. T'es parti où? Pourquoi les pays africains sont encore dans ce paradigme bizarre de développement des démocraties de temps? Il n'y a plus de démocratie dans le monde. Aujourd'hui, tout celui qui veut s'opposer là, c'est la prison. On le prend. Et il faut créer un service d'espionnage de secret pour l'Afrique. Il faut le faire maintenant là. Pour aller enlever tous ces gens qui veulent s'opposer. On a une direction, la direction du bien-être, du futur de l'Afrique. Point final. Tous les gars qui veulent venir à gauche, à droite, le soir, le lendemain, ils sont partis. C'est tout.
Merci, docteur Pamon. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut rebondir à ce qu'il a dit et puis on passe à Ariel. Oui, Et on va oui, venir à oui. William et Jaja. En fait, ce dont le doyen évoque, lui, il évoque en fait des solutions structurelles. Ce sont des solutions structurelles parce qu'on a des problèmes de structure. Effectivement, l'Africain qui est formé... Juste une question, pardon, il y a te laissé pas. Juste une question. Il a dit non qu'il y a eu un deal, que c'est un deal qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu peux dire de ça d'abord dans un premier temps? Si c'est un deal, si c'est un deal, je le saurais et je ne suis pas choqué. Parce que nous sommes dans un... Tu n'es pas choqué? Non, je suis pas choqué. Pourquoi? Je suis pas choqué, ça dépend de la portée du deal. Est-ce que le deal, en fait, d'accord, doit effondrer le système? Est-ce que le deal doit éliminer la vie à Maduro? Est-ce que le deal, c'est-à-dire que la Chine et la Russie ont leurs intérêts? C'est cela. Parce que quelle est la doctrine suivie par Maduro? Exactement. On ne sait pas. C'est pour ça que je dis que c'est précipité. Mais il faut pas oublier quelque chose, cher ami. On est dans un monde, d'accord, de rapport d'intérêts. L'Afrique n'a pas à avoir des sentiments pour ses intérêts. Le système capitaliste, moi je suis franc, je te dis la vérité, le système capitaliste, c'est un système qui est fait sur l'intérêt. Moi je dis que le capitalisme fonctionne depuis l'esclavage. L'esclavage, l'esclavage, c'était pas seulement c'est pas la haine du noir. Ouais, c'est eux qui ont financé ça même. C'est le profit. Ouais. Tu crois que nos parents, quand on envoyait là, quand eux, ils voyaient nos parents, ils voyaient en fait, d'accord, ils voyaient de l'argent. Voilà. Donc, il faut savoir que nous avons besoin, dans ce monde-là, pour évoluer, on a besoin d'argent. C'est-à-dire que si on veut atteindre un certain niveau, il faut qu'on ait de l'argent. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut enlever les trucs de oui, c'est mon frère, c'est tant. Quand tu auras les moyens de pouvoir te défendre, tu auras les moyens de pouvoir, en fait, attaquer, riposter, là, tu peux parler de frère. Mais pour l'instant, là, nous, là, il faut qu'on se cherche. On va pas tout le temps rester là à prendre des considérations seulement amicales. Le monde est fait d'intérêt. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Abdoulaye Diop. Si Abdoulaye Diop te dit, s'il faut que nous, les Maliens, il faut qu'on aille collaborer avec le diable pour que nous, les Maliens, on puisse en sortir. C'est fort. Tu sais ce que le diable représente chez nos parents africains. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un principe où il faut véritablement avoir un œil qui va au-delà de la fraternité mondiale et autres. Ça n'existe pas. Le Russe, quand il voit d'abord, quand il part quelque part, dans sa tête, c'est le Russe d'abord. Est-ce que toi, Africain, quand tu sors de ton petit pays là, tu te dis que moi, c'est le Burkinabé d'abord ou moi, c'est l'Africain d'abord? Parce que au-delà de ce que l'on pense, avec les Caucasiens, les Occidentaux, d'accord, les Français, Irlandais, Anglais, s'il y a un conflit mondial, leurs cousins sont les Américains. Ça, c'est vrai. Nous qui sommes nos cousins. Nous qui sommes nos cousins. Parce qu'on s'entre-déchire entre nous. Mais parce que on a mis des gens qui sont là, qui ne font pas la politique pour le peuple. Ils font la politique pour leur maître. Et le frère qui a dit tout à l'heure, quand le doyen intervenait, il a dit, mais on ne peut pas, parce que nos gens sont formés. Effectivement, si je te dis de me montrer une stratégie de défense purement noire, purement africaine, elle n'existe pas. Si je te dis de me montrer une stratégie de guerre chinoise, tu vas me montrer une stratégie de guerre vietnamienne, on va parler des stratégies de GIAP. Une stratégie de guerre européenne, une stratégie de guerre américaine, il y en a. Où sont nos stratégies de guerre? On a un problème structurel, c'est que l'Africain ne vit même pas pour lui. Et il y a des gens qui nous combattent ici sur les réseaux, ils nous traitent de panafricains quand on leur parle, d'accord, de connaissances endogènes. C'est-à-dire que... Mais il était coupé la parole douane. Oui. Quand j'ai vu l'arrestation de Maduro, là, Doucement. les gens, excuse-moi, hier c'était les pays, les Sénégalais, les Ado-Moutons ont commencé à dire, voilà, c'est le tour de IB, c'est le tour de Assimi, voilà. Exactement, parce que en fait, c'est pas de leur faute. C'est des gens, en fait, qui conçoivent le monde selon la réalité américaine. Il est difficile pour un individu il est difficile, il y a des gens qui ont des bacs plus 15, mais ils ont une vision qui est purement occidentale, parce qu'ils ont été formés dans ces écoles-là. On leur a dit qu'ils sont les meilleurs, et c'est eux qui trouvent des solutions. C'est eux on invite sur les plateaux de télé pour les appeler des experts, parce que c'est eux qui trouvent des solutions. Or, ce ne sont simplement d'accord que des perroquets. Parce que il ne suffit pas de donner des solutions, mais il faut aller à la racine pour comprendre, d'accord, quels sont les mots et comment ton monde évolue. Si après 60 ans ou après 100 ans, 200 ans, avec tous nos diplômés africains qu'on a eu, qui ont des diplômes, qui ont des costumes, on n'a même pas encore une technologie de pouvoir transformer ou faire quelque chose pour rivaliser les gens de ce monde, c'est un échec. Mais on a des perroquets qui sont aujourd'hui en tenue parce qu'ils ont un compte en banque qui peut-être dans ce monde capitaliste qui est plus consistant que le tien. D'accord? Ils se diront que c'est des gens qui ont compris comment le monde fonctionne. Mais dans le fond, c'est faux. Aujourd'hui, ce que l'AES est en train de faire, ils ont compris. Parce que d'abord, pour la survie, pour ne pas se faire manger, il faut toi-même te doter d'outils pour pouvoir manger. Le premier élément d'abord, c'est de parler armement. Il faut pas que le noir soit distant de la guerre.
La guerre doit être quelque chose. Chez les Américains, autant ils ont beaucoup d'argent, ils sont développés, mais la guerre, c'est dans leur gène, c'est dans leur ADN. C'est des gens qui ont toujours été violents pour pouvoir exister. Donc nous, il faut aussi, d'accord, qu'on s'attelle à ce paradigme-là. Mais on doit former des ingénieurs, on doit former des informaticiens, des scientifiques, mais pas sur le modèle exclusivement américain. On doit savoir que les Américains attaquent, nous aussi on doit attaquer, mais on doit aussi nous-mêmes, sur notre propre paradigme, inventer notre réalité. Donc, C'est il ce rejoint Dr Tano quand il disait que tous les États de l'Est doivent mettre les chefs d'État et le ministre de la Défense de la guerre, il doit changer des noms. Non, mais de toutes les façons, le ministère de la Défense, d'accord, que l'on prend, ce sont des thèmes européens. Sinon, le ministère de la Défense, il a son rôle, d'abord, c'est de préparer une armée. Une armée fait quoi? Une armée fait la guerre. Donc, moi, j'ai même pas de complexe. En France, quand ils étaient attaqués ici, là, et c'était le ministère de la guerre. Donc, moi, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et on peut, voilà, c'était le ministère de la guerre. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi, ça. Moi, aujourd'hui, je pense que l'AES doit faire un travail profond. D'accord, au-delà de ce que l'on pense, ils doivent d'abord sécuriser leur territoire. C'est une bonne chose ce qu'ils ont commencé à faire, mais ils doivent aller en profondeur, c'est-à-dire avoir des industries militaires et autres. Ça, il faut pas qu'ils soient complexés à cela, parce que les chantres de la démocratie vont venir nous dire que les industries militaires ne servent à rien, mais quand on voit ce qui se passe au Venezuela, c'est pas du jeu. Maintenant, la différence avec le Venezuela est un pays seul. C'est-à-dire qu'ils sont dans une alliance des pays d'Amérique du Sud, mais ils ont le malheur d'avoir pour voisins, d'accord, les États-Unis, et ils sont très riches. Donc, ils n'auront jamais la paix. Et ça, je le dis à toutes les personnes. Tant que vous aurez des ressources et vous serez très riches, vous êtes à proximité et même à distance des États-Unis, sachez qu'ils ont l'œil gardé sur vous. Kadhafi nationalisait le pétrole dans les années 70, d'accord, il croyait qu'il n'allait pas être dérangeant. Mais un jour, Kadhafi a été dégommé. Saddam Hussein a été un allié des Américains avec le pétrole. Au moment où il a voulu prendre, d'accord, sa volonté, étant proche dans le Golfe, les Saoudiens et autres et les Américains l'ont limé. L'Afrique est un scandale géologique. Quand vous voyez la situation du Congo RDC, vous ne vous posez pas des questions, mais le jour où les Africains vont commencer à transformer, d'accord, l'acier pour penser à pouvoir se défendre, vous verrez que naturellement, le monde géopolitique va basculer. Pour finir sur quelque chose, les Russes, bien sûr, ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de partenaires. D'accord? Ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de partenaires. Mais quand vous avez des alliés, vous avez des partenaires, il ne faut pas dépendre exclusivement de cet allié, de ce partenaire. Il peut vous être utile à un moment de votre histoire, mais vous-même, à un moment, il faut vous prendre en main. La Russie a aidé la Chine. La Russie a aidé la Corée du Nord. Mais regardez ce que la Corée du Nord, ce que la Chine aujourd'hui, en termes d'armement militaire, font. Donc, il ne faut pas qu'on dorme sur les accords de défense, mais à un moment, il faut profiter de cet accord de défense pour pouvoir mieux rebondir. Merci. Merci, Doyen. Merci. Merci beaucoup. OK. Mon frère Ariel, tu as la parole, hein? Ah oui, c'est que tu as entendu. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, moi je vais m'exprimer, hein, voilà. Ouais, Déjà, ça voilà, fait un débat, même si tu n'es pas d'accord. condamne, voilà. Déjà, moi je condamne avec la dernière énergie, voilà, cette agression, parce que franchir l'espace aérien étranger d'un autre pays et tout, pour mener des raids, des frappes aériennes et tout, pour pouvoir capturer un président sous prétexte qu'on l'exfiltre et tout, pour moi c'est une agression géographique. Et je ne vois rien de différent de ce que Hitler a fait. Parce que Hitler, là, c'est comme ça il a commencé. Il a agressé Pologne. Il a agressé tous les pays autour. Et ensuite, on sait ce que cette guerre est devenue. On sait ce que c'est devenu et tout. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que, voilà, ce Donald Trump-là, il a des origines nazies. C'est-à-dire, c'est un descendant d'Allemand. Donc, il a un peu ce gène-là d'agression. Au nom de la force. Mais au nom de quelle force? Au nom de quel principe? Est-ce que vous avez prouvé, vous avez apporté au monde entier les preuves selon lesquelles le président Maduro était trafiquant ou nourrit du trafic de, voilà, je vais pas dire le mot, mais était trafiquant? Est-ce que vous avez apporté ces preuves? Tu te lèves, tu menaces. Normalement, quand on suit la politique, aucun président n'a le droit de menacer son confrère, son collègue, c'est-à-dire son homologue. Tu ne peux pas te mettre dans un pays et menacer ton homologue et lui dire que ses jours sont comptés. Mais à cause de quoi, en fait? On n'est plus à l'époque d'Hitler. Parce que tout cela, là, c'est ce pourquoi ils se sont battus, en fait, dans les années 1900. C'est ce pourquoi ils ont lutté contre Hitler. Les discours guerriers, les agressions et les violations de ciel et les guerres, les frappes, en fait, comme ça. C'est pour cela qu'ils ont combattu. C'est pour ça qu'ils sont venus défendre les gens en Normandie et tout. Voilà. Donc, vous ne pouvez plus répéter ces mêmes actions en 2025. Moi, je suis déçu. Pourquoi ce n'est pas passé à l'ONU? Pourquoi ça n'a pas suivi le processus normal? Voilà. Pourquoi on n'a pas eu, c'est-à-dire un truc, ils n'ont pas suivi eux-mêmes, parce que je pense que
C'est pour ça qu'ils ont créé l'ONU. Parce que c'est les mêmes là qui étaient à la tête de la création de l'ONU pour régler les conflits internationaux, pour régler les problèmes voilà, qui dépassent les frontières et tout. Mais pourquoi ils n'ont pas soumis ça à l'ONU? Pourquoi ils n'ont pas fait un vote? Et pourquoi ils n'ont pas confié cette charge à l'ONU? Et puis eux-mêmes, ils se sont levés pour aller faire ces bêtises. Donc, ils sont en train de nous faire comprendre que l'ONU n'est plus crédible. Ils sont en train de nous faire comprendre que ce qu'ils ont créé là, ben, c'est de la fantaisie, c'est de l'amusement, c'est de l'amateurisme, c'est de la plaisanterie. Parce que voilà, mais dans quel monde nous vivons? Et je rejoins les doyens qui ont dit que, mais on vit dans un monde de force, dans un monde où c'est la loi du tal, c'est-à-dire c'est la loi du plus fort. Tu es plus fort que moi, tu fais des bêtises, ça ne va pas quelque part. Combien sont ces nations-là qui ont condamné la violation aérienne? Parce que peu importe le motif, mais ce n'est pas normal qu'un État viole l'espace aérien de son voisin pour aller mener des frappes. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Avec quel motif valable? Est-ce qu'ils ont apporté les preuves? Est-ce qu'ils ont soumis les preuves et tout? Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et ce Trump-là, mais moi, c'est la version aggravée de Trump. Parce que Trump, il avait gouverné une première fois, c'est-à-dire durant son mandat précédent, on le sentait comme étant quelqu'un qui veut défendre les intérêts, quelqu'un qui est dans la droiture, quelqu'un qui ne peut pas faire les bêtises d'Obama, qu'Obama a cautionné avec la Libye et tout. Donc, on sentait Trump étant différent d'Obama. Parce qu'Obama, voilà, les trucs, quand les gens faisaient des bêtises en Libye, ils menaient des raids, des trucs et tout, ils criaient des trucs, mais c'était sous les Obama et les anciens prédécesseurs. Donc, on sentait Trump comme étant un président qui est dans la droiture, qui ne peut pas faire ces bêtises. Mais là, c'est une désolation, c'est une déception de la part de cet homme. Et Ouais, quel juste monde une on veut petite créer? motion, le frère, juste une petite motion, quelques secondes. Ce que tu oublies, c'est que il y a une chose qu'il faut savoir. Trump est géré par l'État profond. Trump, là, il est géré par l'État profond. D'accord? Et aujourd'hui, Trump est en désaccord avec les démocrates. Tous ceux-là, ils sont gérés par l'État profond, même s'il y a des gains internes qui se passent. Par exemple, tu prends un exemple. Trump, Oui. Trump a supprimé, il a dénoncé l'USAID. L'USAID, ça appartient à George Soros. Donc, Trump en parle avec George Soros. Cela ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes, ils ont les mêmes patrons. Mais entre eux, ils se font la guerre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Oui, mais, Donc, oui, mais continue par là. ce que je veux dire, oui, mais ce que je veux dire, là, je parle du précédent mandat de Trump. Quand Trump venait pour la première fois, quand Trump, durant son précédent mandat, là, où il était président pour la première fois et tout, là, il a plus insisté que sur les affaires américaines que sur les affaires internationales. Est-ce que tu comprends? Il s'en foutait c'est-à-dire de ce qui se faisait et tout. Lui, il Non, était il dans s'en une, foutait pas, hein. C'est que tu as oublié. C'est non, Trump mais sous sa il était dans une politique de j'arrive une protection. motion. C'est que tu as oublié American Trump first. sur sa première gouvernance. Enfin, ce que je veux dire, Il c'est a que les assassiné guerres, le chef d'état-major américain, ça, iranien. N'oublie pas ça. Il s'est ingéré dans les affaires du Liban en 2000, avant son départ. non, mais je parle, non, oui, avant son départ, ça c'était à la fin de son mandat, mais je parle des promesses des campagnes. Quand Trump est venu, c'est American First, déjà remettre le mur de la frontière contre le Mexique et tout. Mais quand on parle c'est-à-dire des guerres, mais des gens qui vont intervenir tout, avant, on avait l'OTAN qui partait intervenir. Ceux qui cautionnaient ça, c'était l'administration Obama. C'est eux qui ont fait plus de trucs dans le monde, à l'international, au détriment même des frais politiques pour pouvoir, voilà, régler les problèmes américains, pardon. Voilà. Donc, Trump n'était pas connu comme quelqu'un qui s'immisçait dans des affaires étrangères, dans des guerres étrangères et tout. C'est ce que je veux dire. Contrairement aux Obama, qui ont cautionné des actions menées au nom de l'OTAN dans d'autres pays et tout, qui ont fait des guerres, qui ont créé, voilà, c'est ce que ça a créé et tout. Voilà. Mais là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est de la désolation. Voilà, c'est de la désolation. Parce que, voilà, c'est pas bien. C'est-à-dire quel message il envoie aux autres pays? Quel message il envoie même au monde entier? Pour dire que quoi? Mais c'est la loi du plus fort. Et donc, chacun doit se préparer. Chacun doit s'entraîner. Et nous, encore, l'Afrique, c'est nous qui allons faire pitié dans toute cette histoire. Parce que nous, notre défense, là, tout dépend d'eux. C'est eux. Ils nous envoient des matériels, ils nous envoient des techniques. C'est eux. Donc nous-mêmes là, on n'a plus de liberté, d'indépendance. Parce que c'est eux. Au moins dans des pays de l'Afrique, ils ont au moins leur camp là-bas. C'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui font tout. Donc quand c'est comme ça là, nous on n'a pas de mots à dire alors qu'on a des richesses. Ça veut dire que demain, si quelqu'un est intéressé par notre richesse, il peut s'élever, venir nous marataper, puis ça peut aller quelque part. Il peut voler, puis même on ne peut pas lui dire. C'est-à-dire que ce pourquoi nos ancêtres ont combattu dans les années 60, mais c'est voué à l'échec. Parce que même dans nos années, on ne peut plus avoir notre mot à dire dans le monde. Alors qu'on a des ancêtres qui sont déjà, pour qu'on puisse être un jour indépendant, pour qu'on puisse avoir un jour le mot à dire, et pour qu'on puisse mener nous-mêmes, on puisse avoir la même mise sur nos propres ressources, sur nos propres richesses, et pour qu'on puisse avoir au moins un mot à dire dans cette politique bancale du monde. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Et quand IB, je vais shooter là. Ouais. Et quand IB nous dit que l'hiver noir arrive, mais c'est le comportement de l'hiver noir, des agressions non justifiées.
Voilà, c'est-à-dire chacun s'élève et puis fait truc. Donc, prenons garde. S'il faut, essayons de diversifier, d'améliorer nos partenariats militaires. Et puis voilà, de créer, il y a un doyen qui a dit, il faut créer le ministère de l'espionnage et tout. Mais il faut aussi, parce que eux, là, ce sont des gens qui étaient des grands espions. Après la Seconde Guerre mondiale, mais vous savez, il y a combien de soviétiques qui sont partis dans des États occidentaux pour voir comment ils font et tout. Comment est-ce que vous savez que la bombe, c'est-à-dire les nucléaires sont arrivés aux mains des soviétiques et des Chinois? Mais c'est après de grands travaux d'espionnage, après de grands travaux de recherche et tout. Donc nous aussi, à un moment donné, là, faudrait qu'on voit aussi comment eux, ils font pour avancer, puis reproduire ça chez nous. Et puis voilà, on essaie aussi d'avancer et tout. Même si c'est un tas, mais il n'est jamais tas pour mieux faire. Voilà. Merci, Donc, merci voilà, le frère, merci Ariel. voilà. Vraiment, je suis C'est d'accord. vraiment avec toi. désolant. Et puis voilà. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, voilà, on va revenir à une son comme celui qui est l'autre du panel, mais d'abord, on va passer la parole à Dr. B, puis Doyen Hans, et puis mon frère Soliman qui vient d'arriver, et puis on va revenir sur une sang, et puis Jaja, et puis William. Dr. B, Doyen, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux dire de la situation? Voilà. Toi, il sait que tu es pointu. Non, Tu penses que c'est un deal ou tu penses que c'est quoi? non, moi je pense que c'est la mort tout clair de tous les traités, les accords, ok? C'est ce qu'il faut constater aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire, la situation qui est créée, ça va inciter peut-être une création d'une nouvelle ONU, parce que l'ONU est désavouée par cette action-là. C'est démontré qu'aujourd'hui, le Conseil des Nations on ne peut plus tenir compte de ces accords-là, et le droit humanitaire international est foulé du pied par ceux-mêmes qui sont censés représenter ou être les garants de ce droit-là. Parce que quand on regarde de près l'accusation et tout ce qui est fait, le chef de l'État d'un État indépendant, un pays indépendant, même s'il serait impliqué pour les allégations dans le narcotrafic et tout, il faut d'abord apporter les preuves à l'ONU, comme ça a été le cas avec Saddam Hussein. Voilà, même si les preuves étaient fausses. Mais il y a eu un peu, il y a eu plus ou moins, ou un semblant de respect des règles de l'art. Mais là, on a en face de nous un cow-boy qui traverse, qui fait ce qu'il veut, qui se croit tout permis, et qui effectivement, tout lui est permis. N'oubliez pas que ce monsieur-là a menacé le Danemark pour dire qu'il allait récupérer Groenland. OK? Et il y a eu un peu de remue-ménage, mais vous voyez que c'est le silence total. C'est dans ce genre de situation, on peut dire peut-être quel est l'accord, quelle est la cession, quel est ce que le Danemark a cédé pour que cette affaire soit oubliée. Ce monsieur-là est venu et puis il a décidé sur de façon unilatérale de se retirer de l'accord sur la pollution et sur un certain nombre de choses. Il faut voir, il faut ouvrir les yeux. Ce mec-là, il s'en fout. Il s'en fout. Et quand on parle des BRICS et tout, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, moi, la thèse de l'accord ou bien du deal, je ne suis pas d'accord. Parce que qui ira faire un deal qui, quand même, jette véritablement la honte et une zone d'ombre sur toute la crédibilité des BRICS, de la Chine, de la Russie et tout ça. Ah, ça, c'est très important, c'est que tu soulèves le doigt. Voilà. C'est pour ça que nous, on dit, bon, on ne sait pas. Donc, d'autres disent que peut-être il y a eu un deal, d'autres disent que peut-être que voilà, bon, on ne sait pas, franchement. Parce que si vraiment il y a eu un deal, quel message ça envoie au peuple africain? Quel message ça envoie aux gens de l'AES? Et puis quel message ça envoie à ceux qui veulent se débarrasser des Occidentaux? Non, on t'écoute. Donc, ce que je veux dire, voilà, à quel prix la Chine va laisser sa crédibilité foulée aux pieds? Alors, dites-moi que dans les jours à venir, la Chine va récupérer Taïwan alors. Dites-moi cela. Dites-moi que dans les jours à venir, Poutine va envoyer une unité saisir Zelensky alors. Mais si ce n'est pas fait, à la limite même Zelensky a attaqué le chalet de Poutine. Je vous dis que ce monsieur-là, il ne croit qu'à la force et il pense, basé sur les informations de ses services secrets,
que les États-Unis sont les plus puissants et ils le démontrent. Les autres en face sont hésitants, ils ne sont pas aussi téméraires que lui, et c'est ce qui est en train de l'encourager. Quand il a fini de frapper l'Iran, de frapper le Nigeria, aujourd'hui le Venezuela, à qui est le prochain? Même quand on croit, je ne dis pas qu'il a oublié le Danemark, je dis ce silence au niveau du Danemark là. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il y a un silence radio là-bas? Est-ce que c'est le silence avant la tempête ou quoi? On ne sait pas. Ce monsieur-là, il est venu, il a dit, il va make America great again. Ça dit que lui, il va rendre l'Amérique grande. Mais de quelle manière? C'est la manière là qu'il est en train d'utiliser. Un monsieur qui, au mépris de tous les lois et les droits humains, dans les rues, saisit les gens, les entasse dans des avions et les ramène, sous le prétexte que ces personnes-là sont illégaux sur son territoire, alors que pour certains, ils ont le droit, pour certains, ils ont des procédures pendantes devant la justice, mais c'est un cowboy. Je ne veux pas dire, oh la loi, mais... Donc, moi, je respecte vraiment les avis des uns et des autres ici, et je comprends qu'on veuille croire que l'Afrique doit maintenant... Mais je vous dis, il faut croiser les droits jusqu'à ce que la tempête passe, c'est tout. Et ce qui doit être fait pour les pays africains, ce monsieur-là, les seuls États qui n'osera jamais attaquer, ce sont les États qui sont détentrices de l'arme nucléaire. C'est tout. C'est tout. Vraiment très pertinent, toi. Hein, vraiment. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de parler. Ok, bon, après... Attends, j'apporte un additif pour faire une remarque aux gens. On se va passer à Moussa et puis on se va parler. Regardez bien une chose. Les BRICS se réunissent. Monsieur Poutine doit s'y rendre en Afrique du Sud. Les États-Unis font la pression sur l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, en accord avec Poutine ne vient plus. Mais c'était déjà, pour moi, déjà à cette époque-là, j'ai dit cette histoire de BRICS-là, ils ne sont pas aussi puissants qu'ils veulent nous faire croire. Parce que c'est une communauté. Vous avez votre réunion, parlons terre à terre. Vous avez votre association, votre réunion. Vous invitez vos membres. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'obéir aux injonctions d'autrui. Mais ils ont cédé aux injonctions d'autrui. Voilà. Et la seule fois où Poutine s'est rendu d'ailleurs même c'est avec M. Trump d'ailleurs encore, qui a démontré un certain nombre de choses. Donc moi je pense que cette affaire-là, je pense que nos frères de l'AES ils sont petits dans l'affaire. Quand je dis ils sont petits dans l'affaire, le monsieur, il est en quête de grands intérêts. Regarde de façon illégale comment d'abord ils ont saisi le pétrolier là, au large du Venezuela et machin. C'est de façon illégale qu'ils ont saisi ce pétrolier là. Et ce pétrolier là impliquait la Russie parce que la Russie avait soit du pétrole dedans ou du pétrole qui devait acheter. Un business avait une connexion avec ce pétrolier là. Quand ton ami te tape sur les doigts et tu parles pas, mon frère, c'est parce qu'il est plus fort que toi. Voilà. Donc, le rêve auquel on avait cru que la Russie pouvait se tenir devant les États-Unis ou que la Chine pourrait faire quelque chose, je vous dis, wait and see. Mais comme je vous dis, la Chine, après ça, là, la Chine n'ira pas attaquer Taïwan. C'est moi qui vous le dis, puisqu'il a déjà dit à la Chine, il s'est rendu à Taïwan et il a tenu ce discours-là là-bas. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde unilatéral. Moi, Merci. Donc, on s'en va rebondir. Effectivement, merci. Il a dit qu'il allait attaquer l'Iran aussi. Il s'en vas-y. Merci. Ouais. Donc, après le doigt, on se va parler et puis bon, voilà. Donc, tu veux rajouter quelque chose, le doigt, on t'écoute. Oui, juste en fait dire quelque chose au frère, parce que le frère semble en fait... il semble désespéré en fait de la situation, on sent du désespoir. Mais je veux juste dire quelque chose. Non, pas désespéré, mais une analyse simple et claire de la situation. Moi, je suis dans la réelle politique. D'accord. Bon, dans la réelle politique aussi, il y a un petit pays qui s'appelle le Vietnam qui a fait tomber les États-Unis. Ils n'avaient pas d'accord de bombe atomique. Ça, c'est un fait. Ils n'avaient pas de bombe atomique. Mais au prix de la guerre, le Vietnam a fait plier les États-Unis. Comment l'ont-ils fait? Le dispositif en fait du système de sécurité en fait du Venezuela, je viens de faire des recherches. Heureusement, je suis allé bien me renseigner. En fait, les manpads
qui sont en fait les forces armées en fait vénézuéliennes. Il faut savoir que quand Maduro est arrivé, la plupart des généraux en fait ont été nommés en fait d'accord PCA des structures, en fait pétrolières. La plupart des généraux ont été félicités, on les a mis dans des structures pétrolières. Aux dernières nouvelles en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu corruption au sein même du dispositif militaire. Et c'était la question en fait que je me posais. La vice-présidente en fait vénézuélienne elle est en déplacement en Russie. Elle s'appelle, attendez que je vous donne son nom, vous allez aller faire des recherches. Elle s'appelle Delcy Rodriguez. Voilà. Elle est actuellement, c'est Delcy Rodriguez qui est au pouvoir. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est Delcy Rodriguez qui est au pouvoir. Effectivement. Pardon, donc ça veut dire que c'est Maduro, c'est l'équipe de Maduro toujours qui tient la reine du pouvoir. En fait. Affirmatif. Et c'est ce que je vous disais qu'à Caracas, actuellement, faites des recherches, en fait, à Caracas, qu'est-ce qu'il en est? Il y a eu le bombardement qui était extraordinaire, d'accord, dont tout le monde parle, mais qui est au pouvoir actuellement? C'est la vice-présidente jusqu'à présent, la Delcy Rodriguez, sauf dernier changement de dernière minute où on est dit il y a un nouveau. J'ai vu effectivement la vidéo du ministre de l'Intérieur et autres, mais les hauts commandements ont été infiltrés. La plupart, en fait, d'accord, il y a eu l'embourgeoisement de l'armée après Chavez, parce que la plupart des généraux, en fait, ont été nommés à des postes stratégiques, en fait, d'accord, sur les blocs pétroliers. Vous allez vérifier, vous allez voir. Et puis, effectivement, il n'y a pas eu véritablement de capacité de défense. Il n'y a eu qu'un seul, d'accord, un seul canon anti-aérien, un ZSU-23, d'accord, de fabrication russe qui a été abattu, d'accord. Et il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre. Alors, donc, si tu as mis écouteur, on le veut, on t'entend faiblement là. Non, là, voilà, c'est bon. Je dis, il y a eu, d'accord, juste en fait un canon ZSU-23 de fabrication russe qui a été bombardé, et du moins ce qui est intervenu un peu, d'accord. Sinon, il n'y a rien eu d'autre. Mais à l'heure où je vous parle, les unités de la Guardia nationale, d'accord, ont été déployées dans tout Caracas. Ils mènent des perquisitions au domicile de personnes soupçonnées de collaboration avec les Américains. C'est une information qui date il y a 2 heures. Donc, ça veut dire que c'est la série 2 que nous avons vécue ce soir. Effectivement, au sein de l'armée, en fait, d'accord, vénézuélienne, il y a eu des taupes, des vendus. Et c'est pour cela que j'ai dit comment Maduro a été exfiltré sans qu'il y ait des altercations. S'il y a eu des tirs, est-ce que Maduro a été éliminé? Parce que la vice-présidente a demandé à ce qu'on voit Maduro et son épouse en vie. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. S'il y a eu bagarre entre des Américains et des soldats de l'armée, de la garde de Maduro, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, actuellement, il y a des perquisitions à Caracas. D'accord? Près de 5000 personnes ont été déployées pour faire des perquisitions. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, allons-y tout doucement, parce qu'on se précipite, on dit tout et n'importe quoi. Gardons notre calme, nous allons situer l'évolution des choses. Mais juste pour référence aussi, parce que les dates sont très importantes, c'est l'anniversaire, d'accord, de l'élimination du général Soleimani Kassem. Le 3 janvier. Le général Soleimani Kassem, qui était très populaire en Iran, était celui-là qui avait défié même, d'accord, qui avait même mené une opération sur Israël, a été éliminé, d'accord, sous la gouvernance de Donald Trump, un 3 janvier. C'était en 2020, si j'ai bonne mémoire. Et ce 3 janvier, c'est le cas du Venezuela. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Ok, merci Doyen Sam. Alors, le Doyen Hans, voilà ça, comme tu étais sur le panel, au moins tu as écouté. Donc on écoute ton avis. Merci. Ouais, bonjour Steve. Ouais, bonjour. Bien le bonjour Doyen. Bien le bonjour. Donc ça, c'est pas mon type. Je salue tout le monde, comme il est matin chez moi ici. Non, je vais pas être long dans ma prise de parole. J'ai des points peut-être que je veux soulever. D'abord, le premier point, c'est la question de l'ONU. Je pense que l'ONU a été encore une fois de plus humiliée. Il y a eu le mépris du respect du droit international. Je me demande désormais ce que cela vaut. Je pense qu'on ne doit plus se fier à cela parce que le droit international tient en laisse les faibles États parce que, bon, ça donne, je pense, des prérogatives aux États plus puissants de pouvoir faire ce qu'ils veulent. On pensait que le droit international allait protéger les uns et les autres. On pensait que la charte de l'ONU allait plus ou moins être respectée par les différents partis engagés au sein de cette instance-là. Mais nous constatons que de plus en plus,
il y a un mépris flagrant de ce droit international. Donc moi, je milite pour que ce droit international-là n'existe plus. Voilà, parce que c'est suite à ce droit international-là que les pays faibles, malheureusement, n'arrivent pas à s'affirmer comme il se doit. Parce que quand tu veux, quand tu veux réagir, on te met le droit international devant le nez. Et c'est justement sur la base de ce même droit international que les pays puissants font tout et n'importe quoi. Donc moi, je pense que ça, déjà, il faut y penser. Et puis que vaut désormais l'ONU? Honnêtement, hein, que vaut désormais l'ONU? Moi, je pense que l'ONU doit refaire sa mue ou bien on doit trouver une solution à l'ONU, quoi. Voilà. Parce que c'est parce qu'on évolue au sein d'une même organisation qui est régie par des lois, par des règles, que un pays ne peut pas attaquer un autre pays délibérément comme ça l'est. Voilà. Donc, je pense que déjà, il faut se poser cette question-là. Avant même de parler de ce qui se passe au Venezuela, je vais m'intéresser à ce qui se passerait, à ce qui éventuellement va se passer chez nous. Ouais, Douane, ça c'est très pertinent ce que tu vas dire. Faut parler d'abord de chez nous d'abord, c'est ça qui est très important. Bon, en Afrique de Voilà. l'Ouest. Les États-Unis, ce qu'on ne perçoit pas, les États-Unis, économiquement et géopolitiquement, est très essoufflé. C'est-à-dire que la Russie et la Chine, surtout la Chine, ont pris une avance considérable sur les États-Unis. Les États-Unis luttent pour tenir encore son hégémonie. Voilà. Les États-Unis veulent encore gagner un peu de temps. Mais ce qui va lui faire gagner du temps vis-à-vis de ses comment je peux dire ça, de ses rivaux. Donc la Chine, plus particulièrement, c'est de pouvoir contenir ou contrôler les dernières réserves de pétrole et un certain nombre de richesses minières. Voilà, il faut encore contrôler cela. Il faut encore batailler pour que le dollar soit encore la monnaie utilisée pour faire les transactions, les échanges commerciaux mondiaux et puis surtout pour l'achat du pétrole. Vous savez que désormais, le système SWIFT, donc pour les transferts internationaux, n'est plus utilisé pratiquement par la Chine. Hein. Et vous savez que la Chine et la Russie commercent directement en monnaie locale. Donc, tout ça tend à l'effritement, bien évidemment, du dollar. Aussi, la monnaie que représente le dollar est affectée. Il va sans dire que l'économie américaine va porter un coup. Donc, il y aura un affaiblissement des États-Unis. Donc, les États-Unis luttent ici pour sa survie. Ça, il faut le comprendre clairement. Avant de parler même de ce qui se passe comment on appelle ça, dans le pays là, Venezuela, moi, je vais regarder un peu ce qui va advenir de nous. Quand je dis de nous, vous savez à qui je fais allusion. Les missiles intercontinentaux qui ont été lancés sur le Nigeria ont fini de donner du sens à la sortie de Ibrahim Traoré. Si on se vêtu à faire des recoupements, sinon les dernières informations sur les équipements, en tout cas la frénésie à l'équipement des pays de l'AES, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui se profile à l'horizon. Les armements qu'ils ont acquis tout dernièrement, ce ne sont pas des armements pour lutter contre le terrorisme. Voilà, ça ressemble plus à des armements pour soit se défendre, soit pour attaquer. Mais se défendre contre qui? Et c'est la bonne question. Et j'ai suivi le discours du président du Mali qui disait que on a même des armes que ceux qui pensent qu'on n'a pas. Hein, c'est-à-dire on a des armes même dont on peut pas faire étalage publiquement. Il reformule la question. Il dit tout État sérieux qui a un service de renseignement dit de ce nom, qui ont un service dit de renseignement de ce nom, devait savoir que l'AES a des armements que, franchement, toi-même, tu peux pas. C'est-à-dire, tu connais déjà la suite, hein, vas-y. Voilà, c'est ça. Je l'avais paraphrasé un peu. Donc, quand on constate ça, si on a lu attentivement, j'avais fait un direct là-dessus pour expliquer la sortie du général Ibrahim Traoré. Il dit qu'il y a une guerre qui va se transposer en Afrique de l'Ouest.
on sait plus ou moins où il y a une guerre en ce moment. Donc cette guerre-là se transposera en Afrique de l'Ouest et qu'il y aura un hiver noir qui sera sanglant et très meurtrier. Donc les États-Unis ont attesté de cela par le lancement des missiles intercontinentaux sur le Nigeria. Ça veut dire quoi? Le Nigeria fait frontière au Niger. Le Niger détient des réserves extraordinaires en termes d'uranium et même de pétrole. Le Mali, vous le savez, c'est le lithium, mais à perte de vue et à foison. Et même encore le pétrole au Mali. Pour le Burkina, vous savez, c'est même le pétrole, et c'est surtout des réserves d'or de façon incalculable. Mais la ligne rouge qui a été franchie, c'est bien évidemment la création de cette banque-là qui va consacrer cette souveraineté déjà actée. Sur le plan diplomatique ou politique, pardon, les pays de l'AES ont réussi à se détacher de l'ancienne métropole. Eux-mêmes sont maîtres désormais de leur destin en ce qu'ils impulsent la dynamique du développement que eux-mêmes veulent bien impulser à leur développement. Donc, ils choisissent ce qui est bon pour eux. Mais il y a que économiquement, ils avaient encore les mains liées puisqu'ils sont encore dans le franc CFA. Ayant les réserves qu'il faut, ayant les matières qu'il faut pour la création d'une monnaie, il va sans dire que ces pays-là vont s'affranchir totalement. C'est le Rubicon à ne pas franchir. Et en le franchissant, le président du Burkina, le jour même de l'inauguration de cette banque, a parlé de l'hiver noir. Parce qu'il sait, ils sont tous conscients que en faisant cela, bien évidemment, les pays occidentaux, en premier lieu les États-Unis, ne vont pas rester en marge de tout ça. Donc, il y aura cet hiver noir-là. Ce qui se passe au Venezuela, c'est pas nouveau. Hein. Noriega, hein, vous le connaissez. Hein. Ok, Doyen, tu vas parler dessus, mais il y a une information qui vient de tomber, puis ça collabore à ce que tout à l'heure tu as dit. D'accord, prêtez oreille. Et puis aussi, ça donne des questionnements à Dr B qui a répondu tout à l'heure. Ça va en phase avec ce que Dr B dit. Écoutez très bien, nous sommes tout le monde Dr Tano. Trump fait une déclaration sur l'avenir du Venezuela. Écoutez bien, hein, je lis. Trump fait une déclaration sur l'avenir du Venezuela. Il a évoqué une deuxième vague de frappe. Les principales déclarations de Trump, je cite, les États-Unis décideront de l'avenir politique du Venezuela, seront fortement impliqués dans les extractions du pétrole vénézuélien et ne permettront pas à quelqu'un de s'en occuper, le poste du président du Venezuela, sans leur consentement. Deuxième paragraphe. Trump a déclaré qu'il avait parlé avec Maduro il y a une semaine, qu'il l'avait exhorté à se rendre volontairement. Troisième paragraphe. Trump affirme qu'il n'aura pas de problème avec la Chine après la capture de Maduro, car Pékin obtiendra du pétrole au Venezuela. Trump et sa femme ont été évacués en hélicoptère et déposés sur un navire. Ils seront dans les prochaines heures à New York. Rapporte CCN ou bien CICN, quoi là, c'est une chaîne américaine. Je lis une dernière fois. Trump a déclaré qu'il avait parlé à Maduro il y a une semaine. Ça, c'est la déclaration de Trump. Il a pris la parole, cette déclaration, selon CCN. Trump affirme qu'il n'aura pas de problème avec la Chine après la capture de Maduro, car Pékin obtiendra le pétrole du Venezuela. Bon, Hans, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Parce que tout à l'heure, le docteur B parlait, mais voilà ce que rapporte CCN. Je ne confirme pas, je ne dis pas, mais c'est CCN qui l'a dit, que c'est les déclarations de Trump lui-même, que la Chine n'aura pas de problème après la capture de Trump. Et après la capture de Maduro, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Et puis après, Freedom va parler, docteur Tano aussi, puis tout le monde. C'est ça le deal. Je ne serai pas bien loin, mais j'allais en venir. Hein, parce Ouais, que vas-y. Ça ressemble très pour très à ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, remarquez que les positionnements ou alors les positions de l'armée russe n'ont pas été touchées. Là où il y avait les intérêts russes, il n'y a eu aucune attaque, il n'y a rien qui a été... et puis bien plus, le président syrien, lui, il ne s'est pas fait capturer, hein, voilà, il a pu se rendre en Russie tranquillement, tout et tout. Donc tout ça, c'est bien défini. Il y a un article assez sérieux que j'avais vu sur BBC qui parle de le désintéressement en griffe. Voilà, pourquoi la Chine et la Russie
semblerait avoir abandonné Maduro. Et puis surtout, il y a bon, l'international information et analyse communauté. Ils ont parlé des soutiens extérieurs de Maduro. La Chine peut-il vraiment aider le Venezuela? Vous allez comprendre. En fait, les intérêts chinois, comme je l'ai dit, plus ou moins ont été préservés. Et puis tu sais que les Chinois, ce sont des gens qui, politiquement, n'ont pas trop de grands intérêts, mais c'est plus sur le volet économique. Voilà, avec tout ce qu'ils ont prêté à Maduro, ils ont prêté beaucoup d'argent à Maduro pour se faire livrer beaucoup de pétrole. Ils étaient dans la phase de l'encaissement de ce que Maduro devait leur rétrocéder, parce qu'ils savaient bien évidemment que, bon, Maduro allait finir par être lâché, allait finir par être, en tout cas, allait avoir des difficultés vis-à-vis des Américains. Donc, ils ne sont pas pour, je veux dire, un affrontement avec les États-Unis pour la question du Venezuela. Tant qu'on leur garantit encore leurs entrées ou alors ce qu'ils ont pu investir comme argent, si cela peut leur être rétrocédé sur une certaine forme, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de velléité expansionniste. Ils n'ont pas d'armée à l'intérieur, à l'extérieur. Ils n'ont pas d'armée à l'extérieur de la Chine comme les États-Unis, la Russie, pareil. Donc, mais le doyen, est-ce que c'est pas un poignard dans le dos des Africains avec l'information qui vient de tomber, si vraiment c'est la déclaration de Trump? Parce que je te lis la dernière paragraphe. Il dit, Trump affirme que la Chine n'aura pas de problème après la capture de Maduro, car Pékin obtiendra le pétrole du Venezuela. Est-ce que c'est pas un poignard dans le dos de nous qui voulons plus l'hégémonie occidentale? Est-ce que ça va pas dans la même phase que ce que Dr. B a dit, pour dire que la Chine même va pas attaquer aussi le Taïwan, parce que c'est comme si les États-Unis sont toujours le maître du monde. Moi, bon, après, c'est la question que je pose, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? C'est une très bonne question, mais quand tu regardes comment est-ce que fonctionnent les États de l'AES, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'AES a pris en compte. Moi, je suis conscient d'une chose, les petits États, par exemple, comme je vais parler de l'AES, ce ne sont pas de gros États, mais ce sont des États qui ont une armée qui sont quand même rompus aux arcanes de la guerre. Ce sont des gens qui, depuis longtemps, luttent déjà contre le terrorisme et tout et tout. Je dis quoi? Je dis que pour mener des attaques, comme l'a fait les États-Unis, venir avec des hélicos et tout, ce sera très difficile par rapport à ce qu'on a vu faire du Venezuela. Le Venezuela a une armée qui est très corrompue, il faut pas oublier ça. Et les gens n'ont même pas levé, n'ont même pas tiré un petit feu en l'air. C'est contraire à ce qui se passe dans l'AES. C'est vrai aussi. Les gens sont prêts à mourir pour leur nation. Faut pas t'amuser. Et ils ont des armes insoupçonnées, des choses qu'ils ont. Ils ne comptent vraisemblablement pas sur un appui forcément extérieur. Ils n'en ont même pas besoin. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand tu écoutes Ibrahim Traoré, tu vas comprendre que les gens sont prêts à aller au sacrifice suprême. Et puis, est-ce que les gens sont prêts à s'embourber, à s'enliser d'une crise sans fin? Parce que c'est ça aussi. Regarde, les Vénézuéliens là, ils ont des côtes. Donc, on peut amarrer des navires de guerre là et tout. Voilà, sans problème. Alors que les pays de l'AES sont des pays qui sont enclavés. Tu vois ce que je dis? Donc, est-ce que ce sera aussi facile comme ça l'a été pour le Venezuela, de venir s'asseoir dans mais il peut lancer depuis les navires, tu as vu ce qui s'est passé au Nigeria aussi. Oh, mais tu sais que, regarde, les radars, les missiles, les radars de détection des missiles et tout ça, pour le Venezuela, n'ont pas du tout fonctionné. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé, la qu'il y a une corruption, effectivement, je suis d'accord avec toi. De l'avion nigérien, là. Les gens n'ont pas dit beaucoup de choses, L'avion nigérien, les gens ont volé sous radar, ils ont mis des trucs, ils ont éteint leur transpondeur et tout, mais ils ont été détectés, frère. Tu vois, et comment est-ce qu'ils ont été même obligés à atterrir et tout ça. Non, je vais dire, ça sera quand même assez difficile et différent, mais tout compte fait, il faut s'apprêter. Pour ne pas trop être long, je vais laisser la parole. Ok, merci beaucoup, Douane. Bon, il y a Tano qui... Oui, je peux aussi, si tu peux laisser la motion à Tano et puis Dr. B, et puis tu vas prendre, et puis on donne la parole à tous les membres. Attends, laisse-moi ça rebondir. Bon, vas-y, vas-y, rebondis, vas-y. Ouais, ok. Où est ton micro? Oui, un instant. Ouais. En fait, donc, voici la déclaration qui rapporte CCN. Je ne sais pas si tu as vu aussi. Non, c'est pas une vraie déclaration. C'est pas une vraie déclaration? Non, c'est pas une vraie déclaration. Ah ouais? Ouais, c'est pas une vraie déclaration. Trump ne peut pas dire ça même déjà, c'est pas possible. Parce que dit déjà que les Chinois ont le droit de se servir, je vois pas l'intérêt que Trump le dise. C'est pour assurer qui. Et en même temps, l'information nous dit qu'il y aura une deuxième frappe. Pourquoi il va y avoir une deuxième frappe? Ça veut dire que les frappes n'ont pas été efficaces. Pourquoi il y aura une deuxième frappe? Bon, si tu veux y lire, je ne sais pas si tu as bien compris. Oui, vas-y. Ok.
On dit Trump, selon CCN, hein, voilà. Trump a fait une déclaration sur l'avenir du Venezuela. Il a évoqué une deuxième vague de frappe. Les principales déclarations de Trump, les États-Unis décideront de l'avenir du Venezuela, seront fortement impliqués dans l'extraction du pétrole du Venezuela et ne permettront pas à quelqu'un de s'en occuper. Le poste du président du Venezuela sera pris en compte avec leur consentement. Deuxième paragraphe. Trump a déclaré qu'il avait parlé à Maduro il y a une semaine et l'a fait exhorter de se rendre volontairement. Troisième paragraphe. Trump affirme qu'il n'aura pas de problème avec la Chine après la capture de Maduro, car Pékin obtiendra du pétrole. Maduro et sa femme ont été évacués en hélicoptère et ont été déposés sur un navire où ils seront transportés à New York dans les heures à venir. Rapporte CCN. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, cet élément-là, déjà, n'est pas un élément vrai. Et puis, en plus, il y a des choses qui sont dites dedans. Pourquoi une deuxième frappe? Si les frappes américaines, dont tout le monde aujourd'hui se vante qu'elles ont été efficaces, elles ont neutralisé complètement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça, en fait. Le vrai problème, c'est de savoir qui est aux affaires. En fait, là, on spécule, hein. C'est de savoir qui est aux affaires. Est-ce que les frappes, là, ont été des frappes qui ont été précises, qui ont été chirurgicales? Vous regardez en Iran, par exemple. L'Iran, en fait, la plupart des gars, c'est-à-dire tous les chefs, là, même du Hezbollah, des gens ont été éliminés. Le haut commandement militaire a été neutralisé. C'est pas le cas au Venezuela. En fait, moi, j'aime bien aller dans les détails pour essayer de comprendre. Aucun général vénézuélien n'a été éliminé. Le ministre de la Défense prend la parole. La vice-présidente est aux affaires, selon la constitution vénézuélienne. Il n'y a pas de coup d'État. Mais nous, on spécule. Ouais, je viens de voir l'information que tu as donnée. Effectivement, Mais oui, elle en Russie, elle dit non que conformément à la constitution, c'est elle maintenant qui passe en C'est Delcy Rodriguez qui est présidente. Oui, qui est présidente. C'est Delcy Rodriguez qui est présidente. Alors pourquoi il n'y a pas de coup d'État? Est-ce que les frappes américaines dont on se vante véritablement, on regarde, c'est extraordinaire, est-ce qu'elles ont été véritablement efficaces? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on a eu le même cas au Nigeria. Et au Nigeria, moi, la première des choses que j'ai eu comme question, le foyer des gars, là, on nous a montré combien de corps gisants. C'est par la suite, j'ai vu sur France 24, on dit c'est des habitations qui ont été touchées. Donc, est-ce que ce n'est pas du bluff? Est-ce que Trump ne bluffe pas? Est-ce que Trump ne fait pas des deals en cachette? Parce que ce qu'on peut révéler, c'est que l'administration, en fait, c'est ce que j'ai dit, l'administration vénézuélienne, il y a des gens qui sont corrompus. Et j'ai donné une précision, il y a 2 heures de cela, la Guardia nationale a commencé à faire des perquisitions, d'accord, au sein de domiciles de personnes qui seraient corrompues. J'ai les images avec moi. Donc, ça veut dire qu'au-delà des frappes, la maîtrise sur le terrain à Caracas, ce n'est pas Washington qui l'a. Justement. Parce que, en fait, la seule unité qui est intervenue, c'est une unité marine qui est la Delta Force. La Delta Force, en fait, c'est la crème Et puis de force crème. aérienne, hein, force aérienne. Oui, mais qui intervient, en fait, à partir de l'eau. Parce qu'il se ravitaille, en fait, d'accord, sur les porte-avions et autres. Et la Delta Force, en fait, d'accord, est une unité très, très puissante, très précise, dont les critères même de sélection sont très compliqués. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Est-ce qu'on vous dit que, en fait, 1000 personnes, 1000 soldats vénézuéliens ont été éliminés et autres? C'est pas le cas. C'est des sites stratégiques, d'accord, qui ont été neutralisés, mais qui sont... On voit les gens interviennent, le ministre de l'Intérieur intervient, le ministre de l'Intérieur nommé par Maduro intervient, de la Défense, il intervient. Donc, qu'est-ce qu'il en est, véritablement? Qui tient l'affaire? Est-ce que Maduro n'a pas été, d'accord, celui-là qui a été sacrifié, qui peut-être par sa garde rapprochée, et point. Parce que si on parle d'une potentielle deuxième frappe, c'est peut-être maintenant neutraliser les gens qui sont dans la ville. N'oubliez pas que Maduro, il a aussi des militants. Vous avez vu des images des gens qui ont commencé à triompher militairement, faire des parades au sein de la ville. C'est vrai qu'on a eu des opérations aériennes, mais pourquoi on demande encore d'autres opérations? C'est pour ça que je dis aux gens, gardez votre calme. En passant, on parle dans tous les sens. Moi, je suis allé sur les réseaux. Bon, beaucoup de gens, en fait, nous ont dit, des gens, nos frères, là, en Côte d'Ivoire, là, l'AES, vous avez vu, ça n'a rien à voir. Et je corrobore ce que Hans, il a dit, parce qu'au niveau même déjà même de la physionomie, où je suis d'accord avec Hans, c'est que le problème de l'AES, c'est un problème de richesse et c'est un problème monétaire. N'oubliez pas que Kadhafi a été éliminé pour cela. Hein. Kadhafi n'a pas été éliminé pour d'autres choses. Hein. C'est pour ça que Kadhafi a été éliminé. Donc, la menace qui pèse sur l'AES, c'est véritablement cela.
voilà, c'est le côté monétaire, le côté de la richesse, de se prendre Oui, en oui, main. parce que les Américains vont jamais accepter qu'ils quittent le franc Ils CFA. veulent même pas qu'un pays même, Voilà. voilà, ils veulent même pas qu'un pays On même. a vu les mails d'Hillary Clinton, ça Voilà, ils confirme. veulent pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'est pas dans la même réalité. Le Venezuela est un petit pays. Il y a seulement le président Petro de la Colombie qui a demandé à avoir une réunion d'urgence parce que lui, il est socialiste. Il est de gauche aussi comme Maduro. Donc, il a demandé de toute urgence, d'accord, pour ne pas que la Colombie aussi soit menacée avec ces trucs-là. Je crois qu'il y a lui et il y a le président de Cuba aussi, Raúl Castro, qui a fait une déclaration. Maintenant, ce qui se passe par rapport à l'AES, même au sein du Nigeria, n'oubliez pas qu'en fait que Tinubu était un élément des gars des États-Unis là, des gens même prétestaient même qu'il avait Ouais, ça c'est clair. filé le parfait coton avec la CIA. Donc il y avait des éléments qui étaient sortis sur lui parce que longtemps il vivait aux États-Unis et autres. Et au Nigeria, les Nigérians sont beaucoup des Nigérians sont contre la politique d'accord étrangère de Tinubu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que déjà même au sein de nos populations, les populations n'adhèrent pas d'accord à cette doctrine-là américaine de se plier devant les Américains. Déjà, ça fait un élément. Deuxième élément, d'accord, les pays-là sont dans une dynamique où ils vont pas se laisser faire. Est-ce que leur population, dans leur majorité, parce que c'est pas ceux qui interviennent sur les plateaux télé qui sont contre l'AES, qui incarnent la majorité. Si c'était le cas, je pense que même les militaires les auraient sautés. Les populations sont déjà sur le pied de guerre. N'oubliez même pas, avant Ibrahim Traoré, celui qui alertait, qui a fait le tour même du Niger, c'était Tiani. Ça, on oublie, hein, c'était Tiani. Ensuite, Assimi Goïta a fait son interview et Ibrahim Traoré ils ont conjointement, d'accord, intervenu de la même manière qu'ils sont prêts. Cette éventualité-là, d'accord, de faire des frappes à distance, est-ce que ce sont des frappes qui sont forcément dissuasives? Est-ce que les gens n'anticipent pas? On a vu que le Venezuela n'a pas forcément intervenu, parce que pour moi, hein, il y a des taupes. Maintenant, sur le terrain, est-ce qu'il y a une prise de pouvoir effective? Ce n'est pas encore le cas à Caracas. Mais chez nous, en ce qui concerne nos spécificités, ça va être compliqué. Parce que au-delà de ce qu'on dit, c'est extraordinaire quand on voit les frappes à partir d'un bateau à 6000 km, un missile vient de tomber. Est-ce qu'on peut parler aussi de la précision de ces tirs-là, de ces missiles? C'est pas la première fois que Trump fait du bluff. Il a fait même ça, même lors de son premier mandat, je crois que c'était avec l'Iran. Je crois que c'était avec l'Iran. Oui, c'était avec l'Iran. Même il a fait ça, il a dit que le Moula sera tué. Tout ça, il a dit tout ça. Voilà. Donc, moi, je me pose des questions. C'est vrai qu'on nous dit que les Américains sont tout puissants, mais je me pose des questions sur la précision de leurs frappes. Parce que cela laisse à désirer avec ce que j'ai vu au Nigeria. Ce que je viens de voir encore au Venezuela, je vous dis que Caracas n'est pas encore tombé. Arrêtons. Peut-être il y a un seul symbole. Et on n'a pas encore vu. Puisque la vice-présidente a demandé à ce qu'on présente Maduro et son épouse. Donc, attendons de voir et ne nous précipitons pas. Tout ce qu'on peut déceler, c'est le jeu trouble au sein même d'accord de l'establishment même d'accord vénézuélien. Oui. Et puis, peut-être on peut parler des rapports de puissance, mais calmons-nous. Mais la déclaration qui est faite, je ne pense pas que Trump vienne faire déjà une telle déclaration pour dire que oui, le pétrole vénézuélien aussi est accessible aux Chinois. Je ne vois même pas l'intérêt. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, docteur, prends ta motion. Après, tant mieux plus, mon frère Soliman va pouvoir parler. Non, mais je pense que ça sera plus un commentaire qu'une motion. Oui, vas-y. Voilà. Ce que moi c'est mon analyse, hein, et je respecte l'analyse des autres. Mais oui, franchement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein, donc, voilà. Je veux bien qu'on respecte aussi le point de vue des autres, puisque aucun d'entre nous ici n'est expert en cette histoire de Venezuela où personne d'entre nous a des entrées au niveau de la Maison Blanche. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand moi je fais une analyse, parce que c'est une lecture de l'histoire et des événements, quand je regarde ce qui est arrivé en Irak à monsieur Saddam Hussein, moi je dis, et quand je fais mon analyse, je me préoccupe même pas de l'AES. Mon analyse se base sur les faits qui se sont produits aujourd'hui ou dans les jours là et qui sont relatifs au Venezuela. Je m'arrête là, je fais une lecture par rapport au Venezuela et ses supposés alliés et les règles du droit international et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quels effets collatéraux ou dans l'avenir cela pourrait avoir sur une supposée attaque ou machin des États-Unis sur comme on appelle l'AES, je ne m'aventurerai pas à cela, j'attends, et quand cela sera fait ou ça sera pas fait, on avisera. Ce que je veux dire, c'est que autant les États-Unis, sous des prétextes fallacieux, se sont rendus en Irak et ont fait ce qu'ils devaient faire jusqu'à saisir le président et à lui-même le faire passer par un procès et tout ce qu'on a pu voir,
Donc, moi, je me dis, après des années, on s'est dit qu'en 2025, avec un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de droits pouvaient être préservés. Mais aujourd'hui, comme je dis et je répète, je persiste, ce monsieur-là, c'est un cow-boy. Parce que déjà, même s'il y a des infiltrations dans l'armée, même qu'on peut penser à tout ce qui peut avoir comme lieu, le fait qu'un État tiers s'arroge le droit d'attaquer des bases militaires, des cibles militaires d'un État, d'un autre État, mais c'est une déclaration de guerre en temps normal. Parce que quand on le fait sous le mandat de l'ONU, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Même si le mandat est tronqué, même s'il y a ceci, cela, comme ça a été en Libye et tout ça. Mais en l'occurrence, là, le monsieur a pris sa décision de façon unilatérale. Et il a fait sa chose. D'abord, quand il a saisi le pétrolier, ça a été de façon unilatérale. Certaines voix, peut-être qui n'étaient pas des voix, on pourrait dire, autorisées ou machin, se sont levées pour dire, mais est-ce que c'est pas une entorse au droit? Et bis repetita, le monsieur, il va même bombarder des sites militaires. Il se targue, il est réjoui d'avoir envoyé ses unités saisir le chef de l'État un pays indépendant. Et donc toutes les autres actions qu'il mène après, pour moi, sont des actions qui sont caduques. Déjà, il a déjà enfreint au droit. Voilà. Que la première ministre soit là, que les autres soient là, mais il s'est attaqué à l'institution parce que ce monsieur-là incarne l'institution, la présidence. Voilà. Et ce monsieur-là a prêté serment. Voilà. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire se lève un matin et va saisir un président d'un pays voisin pour le ramener en Côte d'Ivoire. Sous le simple prétexte que notre chef de l'État se sent trop fort. Nous sommes rentrés dans une ère qui est inquiétante. Le dit là, ce n'est pas être lâche. Le dit là, ce n'est pas être peureux. Moi, je dis, ceux qui sont courageux, qui disent sont courageux, c'est pas seulement tenir des discours belliqueux. Il faut pouvoir analyser à froid et constater qu'il y a un désordre international qui est en train de s'installer. Et c'est ça qui est inquiétant. Et quand on a fini de faire cette analyse à froid, voyons les voies et perspectives qui s'offrent à nous. Moi, dans ce cadre-là, moi, j'attends de voir la réaction de l'Union européenne, même si je ne crois pas cela, de l'Union africaine et de toutes des autres entités qui gèrent ce monde. Parce que, pour être sérieux, moi, de ma position d'enseignant, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux changer? Pas grand-chose. Je dis sur le plan, sur aujourd'hui, dans le fait de l'action. Je ne peux pas appeler Trump, je ne peux pas appeler, à moins que je fasse juste une lettre que j'envoie au Conseil de sécurité, mais en qualité de qui? Voilà. Donc, il y a une préoccupation dont il faut tenir compte. Maintenant, on peut rentrer dans des thèses, dans des théories, dans des choses, mais est-ce que le fait n'est pas que les États-Unis se sont donné le droit, mais franchement, d'aller violer l'espace aérien d'un État et d'aller même attaquer des cibles militaires? Voilà, qui est en somme une déclaration de guerre. Et en plus, saisir le président, l'envoyer chez eux. Et que Trump se targue de dire, oui, celui-ci va avoir ceci. C'est un monde anarchique qu'il est en train de créer, ce monsieur. Voilà. Et ça, il faut le dire. C'est bien triste. Moi, je suis pas inquiet, je suis pas dans le désespoir, non. Je suis inquiet parce que nous sommes en train de retourner dans l'ère du plus fort. L'homme devient un loup pour l'homme. Parce que quand il n'y a plus de loi, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Ce sont les lois qui empêchaient les gens. Voilà. Regardez même après ce qu'ils ont fait à Kadhafi et à Saddam Hussein. On parle de l'Irak, de l'Iran. Mais en Iran, aujourd'hui, quelle est la légitimité que ce monsieur-là a de menacer l'Iran pour dire que si il y a un grabuge avec les manifestants, lui, il va attaquer. De quoi? Qui l'a nommé, comment on appelle, le gendarme du monde? Qui? Il y a l'ONU qui est là, où le débat se fait, où les résolutions sont prises, où les sanctions sont prises. C'est comme ça. Mais on a quitté cette terre-là. Voilà. Et 2026 ne peut pas commencer de cette façon. Merci. Ok. Voilà. Bon, mon frère Soliman,
Attends, tu as parlé. Attends, on va prendre sa motion. 2 minutes et puis tu vas prendre. Tu as trop duré là. Donc, Pas vas-y. de... Puis donc, Vas-y. vraiment ne dis pas. Non, je voudrais dire que personne n'a la prétention, personne n'a dit avoir des entrées je sais pas moi, à la maison. À la CIA ou à la CIA. au gouvernement vénézuélien. De dire des choses comme ça. Ici, on fait tous des analyses. Et puis, concernant l'AES, on n'invente absolument rien. Moi, personnellement, je n'invente rien. Quand le capitaine Ibrahim dit clairement que la guerre qui a lieu va se transposer en Afrique de l'Ouest, ben, je pense qu'on peut quand même savoir de quoi il parle. Ouais, c'est des faits, c'est des faits. Voilà. Quand il parle d'un hiver noir qui sera meurtrier et sanglant, il ne fait pas allusion aux terroristes. Et il allait plus loin. Il a dit les faits vont finir mal, les dieux vont gagner. Exactement, puisque ils ont toujours affaire aux attaques terroristes. Ils sont habitués à cela. Donc, c'est pas à eux qui fait allusion. Et quand suite à cela, on a les États-Unis qui lancent des missiles intercontinentaux sur le Nigeria, prétestant venir aider les chrétiens, mais au moins, vous pouvez faire la relation entre ce que le capitaine Ibrahim a dit et l'hiver noir dont il parle. Voilà. Donc, quand on le dit, c'est clair que un président qui se permet tout et n'importe quoi, donc d'attaquer des pays, de capturer des présidents, mais c'est pas venir frapper un pays africain qui ne ferait pas. Donc, l'hiver noir, quand nous sommes en train de parler de cela, on fait bien parce qu'il y a bel et bien une corrélation entre ce qui se passe au Venezuela et ce que prédit le capitaine Ibrahim. Bon, mon frère, je vais te laisser sur ça. Merci beaucoup. Je vais... Ok, non, mais il faut rester. Il y a te poser une dernière question. Le cas là, ça se joue aussi en Côte d'Ivoire. Donc, pardon, il faut rester. Mon frère Soliman, bonjour, tu as la parole, hein, mon frère. Quelle grille de lecture tu peux faire sur bonjour ça? Steve, bonjour tout le monde. Peut-être pas toi. Allez, bonjour. C'est comment, mon gars? Docteur B, Jaja, sois salué, hein, et puis Willy, et puis bon, en bas le maître, soyez salué. Donc, tu te rappelles, hein, avec Ali, on avait évoqué même lors d'une chaude discussion sur le positionnement de la Russie, oui. avec les pays africains. On a eu une discussion de 4 heures là. Voici Telegram. Voilà, et je t'avais expliqué un scénario. Je t'avais dit que bon, c'est un scénario, hein, c'est des hypothèses, c'est des analyses. Nous émettons des analyses, mais comprenons bien une chose. Le missile intercontinental qui a été lancé là, hein, ces essais qui ont été faits sur le Nigeria, comme Hans l'a souligné, ce n'est pas anodin, c'est très important. Et ça souligne ce que je t'avais déjà dit, si tu t'en rappelles bien, je crois qu'on est ici, les témoins. Lors de la Seconde Guerre mondiale, là, le repli de Rommel pour venir assurer la défense de l'Allemagne, là, c'était dû à quoi? Je t'avais dit que c'était un manque. C'est-à-dire la Royal Navy et la Royal Air Force avaient affaibli le ravitaillement en carburant des forces de l'Axe, c'est-à-dire l'Italie et puis l'Allemagne en Afrique du Nord. Je t'avais expliqué ça, cette bataille du carburant, là, la ressource énergétique pour tout ce qui est mobilité des engins et autres. Aujourd'hui, on peut lancer des missiles intercontinentaux. Mais quand on veut faire une annexion, il va forcément falloir arriver sur le terrain avec des troupes au sol, même si ça débute par des bombardements. Et pour soutenir une invasion, il va falloir forcément beaucoup de logistique. Et la logistique, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le pétrole. Et tu sais que parmi les pays membres de l'OPEP, là, le seul pays qui est plus proche des États-Unis, là, parce qu'elle peut prendre du carburant, elle peut prendre du pétrole, elle, le Canada, mais le Canada, c'est les mêmes partenaires de l'OTAN, elle ne peut pas venir braquer le Canada, comme le Brésil n'est pas un membre de l'OPEP. Donc, c'est un double objectif. Moi, je l'analyse comme cela. En termes d'avant-poste, mieux, c'est plus proche, c'est plus facile à défendre, et je m'approvisionne, je vais sur le vieux continent, je fais ce que j'ai à faire pour l'invasion après les bombardements, parce que c'est toujours ça. Il t'a dit que de façon terrestre, les Américains sont très nuls. Ils procèdent toujours par des bombardements d'abord, puis ensuite l'infanterie termine. On appelle ça la guerre de choc. Il te choque de moyens aériens tellement que tu n'as plus le moral. Voilà, donc c'est ça. Les gars se préparent. Et je sais que, en tout cas, nos dirigeants qui sont très sages au niveau de l'AES ont compris qu'il était mieux de se préparer, que tôt ou tard, on allait passer à la casserole. Et puisque tu as dit là, pourquoi moi je ne crois pas ça? La Chine ne peut pas se permettre de perdre la moitié de la production de l'OPEP. C'est elle qui récupère la plupart. C'est elle qui importe plus de 50% de la production. Hein? On te parle d'à peu près, je ne dis pas des bêtises, autour de 50 à 51 barils jour, millions de barils jour. Mais la Chine, elle seule peut racheter la moitié parce que aussi la Chine est consciente de cela.
C'était l'un des points faibles d'Hitler. Et aujourd'hui, là, tout le monde sait qu'il y aura forcément un embrasement au niveau des différents blocs. Chacun se prépare, hein, que ce soit énergétiquement, en matière des ressources et du pétrole. Le Venezuela, qui a une réserve pas possible, tu connais, hein, on avait parlé de ça, le bassin de Renoc, là. Non seulement il y a du pétrole à gogo, qui est sous-exploité, donc si elle arrive à faire même mise là-dessus, au lieu d'aller lutter avec le Brésil, le Mexique ou le Canada, mais elle a une réserve pas possible, c'est facile à défendre. Et il y a des métaux précieux là-bas, l'or, et il y a le coltan là-bas, tout ça. J'en avais parlé une fois. Donc, c'est normal qu'il y ait des bisbilles au Venezuela. Donc, il fait d'une pierre deux coups. S'ils arrivent à détrôner l'administration vénézuélienne et puis installer un gouvernement fantoche qui est à leur solde là, c'est fini. Ils ont une réserve de pétrole à gogo. Ils auront un peu de coltan, ils auront un peu d'autres matières premières énergétiques. Et quoi même, je crois, ils ont un peu même de... Ils ont de l'or aussi. Ils ont de l'or aussi au niveau du Venezuela et tout. Et puis maintenant, ça amputera tout ce qu'ils ont dit là. Même ce que tu as dit, pourquoi j'ai dit c'est faux. La Chine ne peut pas se contenter de cela. Parce que si la Chine a amputé de cette part de production de pétrole avec le Venezuela, et que encore elle doit venir lutter avec les États-Unis, avec les pays du Moyen-Orient là, tu vois que c'est un manque à gagner, alors que la Chine elle seule, même pour sa consommation domestique là, on a plus de 10 millions de barils jour. Ça c'est vrai, ouais. Tu comprends? Or, quand on entend des crises là, quand on est en état d'alerte, quand les pays sont en guerre là, la consommation du pétrole augmente encore, tous les produits pétroliers là, ça augmente. Parce que il y a beaucoup de logistique, la marine, imagine les avions, le kérosène, il y a les chars, les sous-marins et autres, tout ça, même s'il y en a qui fonctionnent au nucléaire. Mais tu ne peux pas t'en passer du pétrole pour l'instant. Actuellement, on a besoin du pétrole à gogo. Donc, tu as venu sécuriser les routes maritimes là. C'était l'objectif de Trump. Il t'a dit, quand il a dit qu'il allait attaquer Groenland, il a commencé à faire des bisbilles à l'Afrique du Sud. Oui, même il a réclamé aussi au Canada, tout ça. Il a dit c'est un territoire américain. Je t'avais dit que quand il a parlé du canal du Panama, qu'il veut récupérer, il va attaquer le Groenland, il t'a dit, mort là, il veut contrôler les routes maritimes. Ouais, t'as dit ça. Donc ça sent le déclin, ça sent le déclin américain. Il veut se regrouper sur ses anciennes colonies. Justement, et puis il faut sécuriser ce qui est plus proche de toi. C'est plus facile de sécuriser les avant-postes qui sont proches de toi que les avant-postes qui sont loin. Le Moyen-Orient, là, c'est à foufou tout de suite là. Que tout le monde, que le conflit s'enlise là, les Chinois se mettent, les Russes se mettent, ça sera difficile de sécuriser. Même côté Israël là, c'est mort. Mais qui est plus proche et qui a une réserve à gogo, c'est le Venezuela et qui est membre de l'OPEP. Donc, ces décisions pourront influencer le coût du baril du pétrole au niveau même de l'OPEP là-bas. Donc, ils font d'une pierre deux coups. Ils font d'une pierre deux coups. Et ils ont tiré les leçons depuis l'échec d'Hitler à ce niveau-là. Donc, Rommel était bien replié, venir assurer la défense de l'Allemagne. Ça, c'est des trucs. C'est tellement... Moi, en tout cas, je ne me fais aucune illusion. Les gars se préparent à un gros choc. Ça va pas encore... Ça, c'est pas... Ça, c'est entrer en matière. C'est entrer en matière. Mais... il faut que nous comptons sur notre résilience et il est plus important et plus urgent que nous là, notre génération en Afrique là, on comprenne que nous là, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Plus vite on sera solidaire, plus vite on sera unis, plus vite on va commencer à mutualiser nos forces, mieux ce serait pour nous. Sinon nous on va nous manger beaucoup de bruit sans problème même. Ça c'est vrai. Parce qu'actuellement, il n'y a que 3 États qui commencent à prendre conscience. C'est juste le petit noyau embryonnaire de l'AES là qu'il faut soutenir. Mais malheureusement, on a des idiots à la tête de nos États là. On ne peut pas avancer. Et ils sont en train de mettre dans une léthargie. En fait, ils ne voient pas loin. C'est des idiots. C'est des idiots. Une fois qu'on les met juste à la solde, on leur met quelques bonbons là, c'est fini. Ils n'ont pas une pensée lointaine. Ils ne voient pas sur 50 ans, 100 ans. Ils ne comprennent pas qu'on va nous manger en Afrique. Ils vont nous manger. Il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est important qu'on se réveille. J'espère qu'en tout cas, il y aura des patriotes vénézuéliens et que l'administration ne va pas totalement s'écouler, que les gens vont reprendre le contrôle rapidement. Et Trump, il est fort dans le bluff, hein, comme je crois, je ne sais pas si c'est Hans ou bien si c'est... Ouais, c'est Hans et Unsan qui ont dit ça, ouais. Voilà, il est fort dans le bluff. Il peut même, peut-être, ils n'ont même pas pu mettre la main sur Maduro. Sur Maduro, oui, justement. Et ils vont essayer d'entretenir une fausse rumeur. Et puis quand le gars va se pointer, on dit, ah, apparemment, c'est qu'il est localisé ici. Et puis maintenant, les taupes vont commencer à ventiler les informations. Et puis maintenant, leur opération sera beaucoup plus chirurgicale. Sinon, même si on s'en tient à ton faux communiqué que tu viens de lire là, pourquoi il y aura une deuxième salle d'attaque?
Parce que Ouais, c'est le c'est sûr, contrôle. c'est sûr, CCN est vu, hein, c'est sûr, CCN. Voilà, tu sais, ils sont forts. C'est les Média menteurs. mensonge, c'est média mensonge, Voilà, mensonge. faut chercher Voilà. Richard Today, faut écouter la version. Ouais, parce que les Sputnik, gens tout sont ça, plus ouais. proches. Voilà, va vers Sputnik et Richard Today, et les lectures aussi. Et puis tu vas comparer avec tous les autres médias mensonges occidentaux là. Comme ça, tu pourras maintenant toi-même te faire une opinion un peu plus. Non, un peu moi, mais plus je suis solide. pas, hein, je suis pas, mais Voilà. c'est Donc quelqu'un qui m'a envoyé quoi. Sinon, patientons, mais soyons prêts que l'hiver noir là, c'est tout ça là. C'est tout ça. ok, merci le frère. Bon, merci le frère. Avant qu'Alain va parler, il y a posé une dernière question au doigt, parce qu'il doit partir. Ok, et puis il va répondre en 2 minutes. Après, on va revenir à Jaja et puis William, puis Alain va conclure. Doigt Hans, avec tout ce qui se passe là, qu'est-ce que tu peux dire de la Côte d'Ivoire, les pseudo-démocrates? Bon, tout ça là, est-ce que tu penses qu'on doit partir aux élections et Ouattara, ou soit c'est la force brute? Parce que actuellement, toi-même, tu vois, les États-Unis sont en déclin. La France est en déclin et ils ne vont pas laisser un pion qu'est M. Ouattara. Donc, quelle proposition, mais quelle solution tu peux donner avec tout ce qui se passe là? Parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans faire la géopolitique. Voilà, si tu peux répondre en 2 minutes, puis bon, voilà quoi. Ouais, j'ai manqué le début de ta question. Ouais, il dit, avec tout ce qui se passe là, qu'est-ce que tu peux dire au peuple ivoirien qui croit encore à la démocratie, des trucs comme ça? Et une chose est sûre qu'ils ne peuvent pas, ils vont protéger les soldats que M. Ouattara, parce que Ouattara c'est un soldat, c'est pas un président, il a été placé, c'est un mercenaire. Avec tout ce qui se passe, la France est en déclin, les États-Unis sont en déclin, ils vont pas se permettre d'organiser des élections crédibles en Côte d'Ivoire, et puis ils vont dégager Ouattara, et puis on va quitter Ouattara, quitter de manière démocrate, et puis ils vont envoyer quelqu'un, un panafricain, mais un nationaliste. Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux dire, ou mais quelle lecture politique tu vois? Tu penses qu'ils vont maintenir encore Ouattara pour toujours? C'est comment? Ouais. En tout cas, c'est une très, très belle question. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a demandé à chacun de nous de prendre ses responsabilités et de lutter. C'est-à-dire que le peuple doit se lever. C'est le seul moyen. Ouais. Les pays de l'AES nous ont montré l'exemple. C'est vrai qu'après, il y a eu des militaires qui ont pris la responsabilité, mais je veux dire que c'est d'abord au peuple de s'affirmer. Il n'y a que les peuples qui freinent les politiques des Occidentaux. C'est-à-dire que cette politique de mainmise, d'hégémonie, des choses comme ça, si c'est pas le peuple, vraiment, ça sera difficile, hein, ça, il faut que je te le dise. Mais bon, en même temps, comme tu l'as dit, cette forme de démocratie qu'on veut nous faire, c'est, en fait, les gens, ils pratiquent tout sauf la démocratie. C'est pas ce que dit la démocratie. Nous, on veut la pratiquer dans ses formes originelles, c'est-à-dire la majorité qui l'emporte, et surtout, ce n'est pas la loi du plus fort. C'est ça que consacre la démocratie. Mais eux, ils parlent de démocratie, mais à la vérité, ils n'en pratiquent même pas, ne serait-ce que les un quart de ce que dit la démocratie. Donc, pour te dire, ils vont toujours soutenir Ouattara. La preuve en est, c'est les États-Unis qui ont été les premiers à féliciter Ouattara. Faut pas oublier ça, hein. Oui, justement. Le souci, c'est que Marco Rubio. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à nous de nous affirmer. Mais ils sont un peu en désaccord avec Ouattara. Parce que pourquoi je le dis? Parce que tu sais que c'est Ouattara qui a installé, et c'est Georges Soros qui a installé Ouattara au pouvoir. Hein. Ça, peu de personnes le savent, mais il était dans l'info. Et allez va plus éprouver dessus. C'est Georges Soros qui, actuellement, l'administration Trump, ils sont pas là avec Georges Soros. Mais comme l'intérêt converge, ils sont obligés de soutenir Ouattara. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, ça veut dire, voilà, c'est Marco Rubio qui a apporté ses félicitations d'abord. Après, Macron est venu au dernier moment. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Doyen. Merci. En tout cas, on espère. Merci.